passer l'étape des 10, 20, 30, 40, 50 000 euros par mois. Et quand on a pu passer ça, on a pu commencer à recruter des personnes. Première panique, quand tu Ouais. reçois une lettre avec une direction des finances publiques françaises. Tu sais, en plus, t'as 22 ans, tu es dans ta vie d'étudiant, tu rentres chez toi, et en 5 minutes, tu dois 20 000 euros à l'État. Moi, je Attends, kiffe. ta copine elle était dans la... Ouais, elle est partie dans la salle de bain. Ouais. Et le serpent était dans la salle de bain. Non. T'es déjà tombé sur des meufs OnlyFans ici? De toute façon, ils m'ont dit t'es militaire, t'y arriveras pas, t'arriveras jamais à investir dans l'immobilier, nanani et nanana. De toute façon, c'est que des phrases inutiles. J'en faisais qu'à ma tête et regarde où ça m'a emmené. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast avec un invité aujourd'hui à notre gauche que vous avez jamais vu, qu'on a rencontré à Bali. Et avant que j'en dise trop, je vais le laisser se présenter. Comme ça, tu nous en dis un peu plus sur toi. Ouais, alors du coup, moi c'est Quentin, donc je suis investisseur immobilier de base. Je suis expatrié à Bali depuis 2 ans maintenant et j'ai cofondé du coup avec mon associé la société Successimo, qui est une société d'accompagnement sur l'investissement immobilier spécialisée pour les militaires. Mon âge du coup j'ai 24 ans et, euh, et voilà. Ok. Ce qu'il faut savoir, oui, j'ai oublié de le dire, on est à Bali en ce moment. Donc, je pense que ça se reconnaît un petit peu avec le cadre. Ouais, Et on s'est rencontrés, je me demandais tout à l'heure, on s'est rencontrés en soirée entrepreneur ouais c'est ça. à la Molasse Café. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Et après, tu nous as emmenés dans un endroit sympa où ils font des bières. Le Black Sand. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Et la Black Sand. particularité, c'est qu'ils fabriquent les bières directement dans le... Ouais, c'est ça, ils ont un espace où ils fabriquent leurs propres bières, et cetera, de la IPA, enfin, ils font pas mal de types de bières. C'est vrai que c'est un coin qui est plutôt chill. Ouais, j'ai bien aimé cette adresse. Donc la première fois qu'on s'est rencontrés, on a un autre pote qu'on avait rencontré à Bali que j'ai croisé qui était avec toi, donc c'est Jérém. Ouais, Et bah, il y avait un petit groupe de 3 4 personnes et pendant que je discutais avec Jérém, on s'est dit bonjour, on a échangé et après on est allé ensemble en after, si on peut dire ça. Et c'est suite à ça qu'on a fait cette rencontre. Et, euh, et voilà, depuis, ça fait un petit temps que qu'on passe du temps ensemble, que ce soit, en vrai, c'est plus du temps les week-ends ou des soirées. ouais, On a pas particulièrement bossé ensemble, mais on fait un premier projet et ouais, mais c'est plutôt carrément, cool. c'est cool, ouais, de ouf. Et du coup, on va essayer de discuter de plein de trucs aujourd'hui, mais peut-être on va s'intéresser déjà un petit peu à ce que tu fais, vu que c'est un peu différent de ce qu'on fait nous. Toi, étant donné que t'es dans l'immobilier, c'est quoi un petit peu tes objectifs, tes challenges du moment? Ouais, avec la société, à titre perso ou Ouais, avec la société ouais, avec la immobilière. société. En gros, avec la société, donc avec Successimo, donc là, on est en plein recrutement de nouvelles personnes, donc ça a été un gros step pour nous. On est passé de 2 dans la société, je crois que maintenant on est 7 ou 8, avec les setters, les closers, les personnes qui vont gérer les pubs, les personnes qui vont gérer le SAV, et cetera. Donc on a essayé d'être un bon nombre. Et là, du coup, on peut maintenant se fixer de réels objectifs, hein. Avant, on avait des objectifs en termes d'influence, pouvoir impacter un maximum de militaires, pouvoir se faire accepter de cette communauté, parce que c'est une communauté qui est quand même très difficile, hein. Avec tout ce qu'on peut voir aussi sur les réseaux, c'est un peu compliqué de se faire sa place, surtout au niveau des militaires. Une fois qu'on a réussi donc cet objectif-là, c'était plus un objectif en termes de chiffre d'affaires dans la société pour pouvoir la faire tourner. Donc passer l'étape des 10, 20, 30, 40, 50 000 euros par mois. Et quand on a pu passer ça, on a pu commencer à recruter des personnes. Et donc derrière, ça nous a permis de pouvoir encore augmenter la société et surtout augmenter la qualité des accompagnements, qui pour nous est le plus important. Donc on a encore des blocages. Et là, si je dois dire notre objectif, ça serait de pouvoir vraiment impacter le plus de personnes en France, plus de militaires à pouvoir changer de vie, grâce à l'investissement immobilier, grâce à leurs avantages. Et derrière, nous, en même temps, accroître Successimo à l'étranger, mais juste pour l'investissement immobilier, pour pouvoir investir, soit avec les militaires en immobilier participatif, ou soit directement avec la société perso, pour accroître encore plus la société et continuer d'évoluer. Ok, trop bien. Et du coup, pour résumer, même si je vois très bien ce que l'idée, c'est d'accompagner les militaires à investir dans l'immobilier. Ouais, euh, Parce que je crois que tu me disais que les militaires ont certains avantages au niveau, enfin, en France, il me semble. ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, tu les accompagnes pour leur dire quoi faire et comment bénéficier de ces avantages. Ouais, exactement. Alors, au début, c'était vraiment juste une formation, mais ça, en fait, le truc avec la formation, c'est que les gens n'ont pas de résultats parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Ok, Donc, on a décidé de créer tout un écosystème. ok, Donc, on a des équipes hein, aussi en interne. On a donc des courtiers qui vont les accompagner sur leurs projets immobiliers, vont leur faire valoir leurs droits
Faut Ok. savoir que les militaires, ils peuvent investir sans mettre d'apport, donc à 110. Ça, c'est fou, je savais pas. Et Ouais, quand tu m'as dit ça ça la première c'est fois, je me suis dit, waouh. bah, ça, c'est incroyable et surtout qu'ils ont un deuxième avantage, c'est qu'ils peuvent lisser leurs primes. Ils ont des primes, ce qu'on appelle ISAO pour, les militaires, de différents types d'armées ou IJAT pour les gendarmes et ces primes-là, ils peuvent les lisser sur un an, donc augmenter le montant qu'ils peuvent emprunter à la banque et emprunter beaucoup plus. Ok, Et donc nous, on va vraiment les accompagner de A à Z. C'est vraiment l'accompagnement du clarification de situation, recherche de biens, capacité d'emprunt, jusqu'au premier loyer sur leur compte en banque. Donc on a 3 courtiers qui sont spécialisés dans l'investissement immobilier pour les militaires. On a une entreprise de réno qui va se déplacer partout en France pour faire les projets. On a une architecte et une décoratrice intérieure qui vont être là pour optimiser, meubler et agencer les projets pour les louer beaucoup plus cher, mais surtout les revendre beaucoup plus cher. Et derrière, on a un comptable qui va gérer toute la fiscalité de A à Z, parce qu'il faut savoir que tu as du déficit foncier quand tu investis en immobilier, notamment pour les militaires, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas payer d'impôts pendant 3 4 ans. Et là, on a décroché un partenariat du coup avec IAD, donc avec 1500 agents immobiliers partout en France pour trouver les biens immobiliers avant les autres. Donc ok. éviter de rechercher sur le bon coin, etc. Et du coup, enfin moi ça m'a surpris la première fois que tu m'avais dit ça, je trouvais ça hyper intéressant. Mais quand tu es un militaire, tu peux aller dans n'importe quelle banque et dans n'importe quelle banque, t'as pas besoin de faire l'apport. Parce que pourquoi? Est-ce que c'est l'État qui se porte garant pour toi? Qu'est-ce qui fait que... Ouais, alors en fait, c'est plus au niveau des organismes de cautionnement, ce qui va se trouver au-dessus des banques, c'est-à-dire que quand les militaires vont démarcher les banques, le conseil va faire un dossier qui va envoyer plus haut à l'organisme de cautionnement, et les militaires ont des organismes de cautionnement très précis à Ok, cibler pour décrocher ça. Et en fait, c'est par, d'une part, c'est par leur diminution des charges, parce qu'il y en a beaucoup qui sont logés, nourris, blanchis. Donc déjà, à ce niveau-là, ça rassure la banque et surtout qu'ils sont fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils dépendent quand même de l'État. Donc c'est très compliqué, par exemple, de virer un militaire. Il a une stabilité de l'emploi qui est incroyable et c'est des ok. contrats de 5 10 ans, même des contrats Ah oui, indéterminés. d'accord, ouais. Donc c'est pour ça que c'est rassurant aussi. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait amener à travailler dans ce secteur? Enfin, j'avais vu des shorts, je crois que tu l'as été aussi Ouais, ou... c'est ça, ouais. J'ai été, militaire au 27e bataillon de chasseurs alpins. Ok. Du Qu'est-ce que coup, ça veut donc, dire? chasseur alpin, c'est une spécialité en fait dans l'armée de terre. C'est-à-dire qu'on a une spécificité, on est spécialiste montagne, Ok. donc on va plus être dans les milieux montagneux, arides, etc. Et donc, t'as trois bataillons de chasseurs alpins. Moi, j'ai été là-bas. Et du coup, j'ai commencé à investir là-bas pendant mes classes. Donc, dès que je suis arrivé à l'armée, j'ai commencé à investir. J'ai vu qu'il y a des avantages. J'ai fait mon patrimoine immobilier. Par la suite, j'ai pu plus ou moins vivre de ça. Et je me suis dit, bah, je vais créer quand même une activité à côté pour permettre aux militaires de faire la même chose, vu qu'il y avait pas mal de mes potes qui me demandaient de l'aide. Et je me Hmm. suis dit, bah, je veux bien vous aider, mais je vais créer un gros truc, comme ça, il y aura encore plus de personnes pour vous aider derrière. Ok, incroyable. Incroyable. Et ça a duré combien de temps? T'es resté combien de temps à l'armée? Alors, l'armée, j'ai fait un contrat de 3 ans et j'ai fait un Ok. contrat d'1 an, plus d'1 an dans la marine nationale. En fait, c'est ce que je voulais faire ça de base. De 17 à 18, je voulais faire je voulais être fusilier marin de base. Et en fait, je me suis tourné vers l'armée de terre. Et parce que j'ai vu des vidéos des chasseurs alpins et je trouve ça juste incroyable. Moi qui kiffe le ski, etc., je me dis que je pouvais combiner un peu ces deux choses. Même si, du coup, le ski, quand t'es chasseur alpin, ça n'a rien à voir avec Ah le ouais. ski civil. Ouais, ouais. Genre, je les vois souvent parce qu'ils montent. Ouais, ouais, c'est ça. Tu Il y fais a tout à pas, pied en ouais, fait. voilà, y a pas de télésiège ou autre. Tu fais tout à pied, tu subis et la descente, elle dure 5 minutes, même pas 4 minutes Ouais, tu pour, dois l'apprécier, hein. c'est ça, 4 heures de montée pour 3 minutes de descente. En plus, t'as ton sac et tout, non? C'est super lourd, les équipements. Ouais, ouais, t'as le sac, t'as le HK, donc l'arme, tu vas avoir tout le matos, etc. Après, ça va dépendre des types de rando que tu vas faire. Et surtout, c'est que t'es en pot de phoque, c'est-à-dire que c'est ce qui te permet de monter. Donc, tu viens gripper, en fait. C'est un genre de tissu, mais avant, c'est vraiment de la peau de phoque, mais c'est un genre de tissu maintenant qui te permet de maintenir ton ski sur la glace et de pouvoir monter, en fait. Et c'est quand même assez physique, mais avec tout le matos que tu as en plus, sachant qu'il y a des personnes qui vont avoir un genre de brancard également s'il y a un blessé, tout ça. Donc tu as plein plein de choses à transporter. Ouais. Ok. Et du coup, au total, ça t'a fait un peu plus de 3 ans ou 3 ans à l'armée? Ça a fait 3 ans plus un an. 3 ans Ouais, plus donc un 4 ans 4 tout ans. d'armée, ouais. Attends, mais là, t'as quel âge encore? 24. 24. Ouais. Et t'as commencé à quel âge l'armée? J'ai commencé à 17 ans, de 17 à 18. J'ai fait ma Ok. première année de marine. Ok. Et après, t'as enchaîné jusqu'à 21. Ouais, c'est ça. Et t'as commencé l'entrepreneuriat juste après. J'ai commencé avant, enfin j'ai commencé pendant en fait. Ah, ok, en J'ai même vu temps. qu'il y avait quand même quelque chose à faire et au début, quand on a créé la société Successimo qui à l'époque, pour les gens qui regarderont cette vidéo, c'était Success Training. Donc on accompagnait plus, on avait une partie militaire, mais c'était plus, monsieur et madame tout le monde en fait. Et après on a vu que les militaires avaient beaucoup plus d'avantages et surtout étaient beaucoup plus sérieux, donc on s'est spécialisé Mhm. là-dedans. Ouais, c'est vrai que c'est important aussi à quel point les gens sont investis derrière ta Ouais, formation. exactement. Ok, ouais.
Grave bien. Et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience militaire? Est-ce que ça a été plutôt au-delà du côté que ça a fait que tu as un business aujourd'hui? Est-ce que tu trouves que ça agit sur ta personnalité, sur la personne que tu es? Ouais, en fait, tu réfléchis différemment. Tu réfléchis différemment. Moi, l'armée, ça m'a apporté énormément de choses. L'entraide, déjà, par rapport aux gars, etc. Faut savoir que quand je suis parti de l'armée, ça a fait un petit choc parce qu'il y avait les mecs. Mais si tu veux, j'avais ma société qui commençait à bien tourner, plus l'immobilier. Donc, je me suis dit, bah, moi, c'est vraiment ce que je veux faire, en fait. J'ai fait mon temps à l'armée, je suis parti. Et par la suite, ça m'a apporté plein de choses, beaucoup de valeurs, de la discipline aussi. Vraiment être assidu dans le travail. Et je pense que c'est ce qui a fait que la société a pris aussi de l'ampleur, parce qu'avec Seb, du coup, mon associé, on est vraiment assis dans ce qu'on fait, on Mmh. lâche rien, et c'est exactement les Ce valeurs que qu'on tu as prend à appris à l'armée. l'armée. Mais du coup, quand tu es à l'armée, est-ce que tu as des cours théoriques en même temps ou tu fais vraiment full sport ou Ouais, en fait, c'est les deux. Tu as vraiment cours théorique et cours pratique. Ok. La théorie, ça va être tout ce qui va être, par exemple, sur comment bien te camoufler, sur comment utiliser une arme, les différents types de véhicules de l'armée, que ce soit mondial ou autre. En fait, tout ça, c'est du théorique. Et après, tu fais de la pratique. Donc, tu vas dans des camps d'entraînement en France, ce qu'on appelle le Santac, le Sanzub ou autre. Et en fait, pendant ces camps-là, c'est comme des guerres, mais à l'échelle réelle, hein. C'est énorme. Il y a des tanks, il y a des hélicos, etc. Ok. On a des gilets, comme un laser game, on a des gilets. Et là, on s'affronte sur une semaine et ça déplace les troupes, etc. Mais c'est vraiment une échelle qui Hmm. est énorme, quoi. Ok, incroyable. C'est comme un jeu de société, je sais plus le nom, mais t'as ton armée, t'envahis le conflit d'à côté et tout, C'est là. ça. Ok, Ouais, mais ok. c'est exactement ça, hein. Ok, c'est ouf. Moi, je me demandais au niveau militaire, comment est-ce que tu te sépares après, tu sais, t'as ceux qui vont être par exemple dans les hélicoptères, les avions, ceux qui vont Ouais, être on va dire sur Terre, ceux qui vont ok. être snipers, ceux qui vont être éclaireurs, ce genre de choses. Comment est-ce que c'est une sélection en fonction de tes aptitudes ou est-ce que c'est plus en fonction de ce que tu as envie, vers quoi tu veux te diriger? Ouais, bah en fait, par exemple, si tu veux devenir tireur de précision, parce que tu as deux personnes, t'as les tireurs de précision et les tireurs d'élite. Si tu veux devenir tireur de précision, tireur d'élite, par exemple, normalement, il faut que tu sois tireur de précision avant. Et donc, bah, ça, quasiment tous les régiments ont des tireurs de précision et après, tu peux devenir tireur d'élite. Maintenant, si tu veux devenir commando, bah, tu vas cibler certains régiments, certaines bases ou autres pour le devenir, parce qu'il y a certains Mmh. régiments, par exemple, qui vont s'occuper que du matériel. Il y a d'autres régiments, ça va être des régiments de renseignement ou de guerre électronique, etc. Donc, c'est vraiment tout au début, quand tu rentres au CIRFA, ce qu'on appelle le CIRFA, quand les gens te recrutent ou que tu vas de toi-même. Là, tu choisis ce que tu veux faire et tu as un classement, c'est-à-dire que tu as des tests, et c'est par rapport aussi au nombre d'entrées, hein, au nombre de Mmh. personnes qui peuvent être acceptées. Tu fais des tests sportifs et théoriques. Là, tu es accepté. Une fois que tu arrives là-bas, tu fais tes classes. Et là, c'est par rapport à ton classement au niveau de tes classes que tu vas pouvoir faire la spécialité que tu veux dans le régiment que tu as intégré. Ok. OK. Et du coup, ce que je me demandais, c'est de tes 17 à 21 ans, t'es à l'armée, mais quand j'ai demandé aussi si t'avais étudié du théorique, j'imagine bien que t'as du théorique de terrain, mais est-ce que t'as aussi des cours classiques, genre, je sais pas, nous on sort d'école de commerce, donc on a eu des cours de marketing, de compta et tout, t'as eu tout ça ou pas du tout? Non, 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 il y a pas de cours comme ça. T'as pas de cours de marketing ou autre, hein, ou d'économie. Ok, C'est vraiment axé sur le métier, ouais. ok, ouais. Et comment est-ce que toi, du coup, quand tu termines l'armée, tu lances un business, comment est-ce que t'as appris full sur le terrain ou? Ouais, ça a été très compliqué en fait de jumeler les deux. Autant l'immobilier avec l'armée, c'était assez simple, Ouais, mais ouvrir une société, ça a été beaucoup plus dur, surtout le management de la société, etc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se plantent quand ils ouvrent une société. Et là, ben, en plus du fait que je pars sur le terrain, à droite, à gauche, tout ça, les papiers, j'ai commencé à ouvrir la société. La société a été ouverte vraiment quand j'étais plus militaire, au même temps, parce que bah, légalement parlant, t'as pas le droit d'ouvrir une société quand tu es militaire, sauf les SCI bah, pour investir en immo. ouais, Et après, j'ai tout appris, bah, une fois que je suis sur le parti de terrain. l'armée. Ouais, ouais, j'ai tout appris sur le tail, absolument tout de A à Z, monter la Ok. société, les différentes plateformes, etc., la structure, le management. Ouais, bah ouais, j'imagine, ça doit être. Bon, déjà, quand tu fais une école de commerce, t'apprends pas énormément sur comment gérer une boîte, mais t'as quand même des bases. Moi, je sais que mes cours de compta, mes cours de marketing même des cours de management m'ont servi. Mais toi qui n'as rien eu tout ça, et ton associé non plus. Non, Seb, lui, il a été un petit moment dans la marine nationale, mais après, lui, il est parti en plomberie. Et Ok, non, non, c'était vraiment ok, des donc trucs qu'on vraiment tous connaissait les pas. deux Ah ouais, non, non, on full connaissait pas du tout. impro. Ouais, ouais, c'était Comment cool. comment est-ce que t'as fait ta première compta? T'as fait un Excel et Ouais, bah, la première compta, c'est simple. Au début, il n'y a pas de compta. pas de compta. Non, non, il n'y avait pas de S'il y a de compta. l'argent, c'est qu'on gagne. Voilà, c'est ça. Et après, on s'est dit, putain, ben non, mais en fait, ouais, là, il nous faut un comptable, ça. Du coup, ben, on a pris un comptable et c'est parti. On a commencé à faire de la comptabilité avec un gars qui ne payait quasiment rien, mais c'était un comptable en ligne.
Et puis bah après on a changé de comptable, tout ça, mais tout ça on le savait pas au début, Ouais, hein. ouais. Tu sais pas tout ça. Ouais, c'est clair. Ça me rappelle notre première boîte. Bah, nous, tu vois, on avait une première boîte, on n'avait pas d'argent, du coup, on n'avait pas de comptable. Et après, on avait des petites surprises On n'a pas qui nous pris ont en compte la attendues. TVA, par exemple. Ouais, ouais, parce que bah, tu sais, quand ta boîte elle est pas rentable, la TVA, c'est pas grave, t'as pas besoin de la payer. C'est ce qu'on se disait, c'est ce qu'on pensait. Ouais. Et après, bah, on a eu une petite lettre, une petite surprise. Enfin, deux petites lettres. Et après, on s'est dit, ah, en fait, peut-être que si, peut-être qu'il faut payer la TVA. Ouais, Mais ça, c'était première panique. Quand tu ouais, reçois une lettre avec une direction des finances publiques françaises. Ouais. ah, tu sais, t'as le petit logo sur l'enveloppe. Ouais, tu le vois direct là. Ouais, En plus, tu sais comment ça s'est passé? Je rentre, je sais plus, de voyage ou de soirée, je sais plus. Et en gros, on avait domicilié notre société dans les bureaux de mon père à l'époque. Du coup, c'est lui qui recevait notre courrier. Et quand on recevait du courrier pour la boîte, parce que c'était moi qui étais président, il me déposait sur mon bureau, dans ma chambre. Et un jour, je rentre, il est 3 heures du mat. Je rentre dans ma chambre, je vois, il y a 2 lettres sur mon bureau. Pareil, le petit logo Ouais. France, machin, liberté, égalité, bref, truc. J'en ouvre une première, je lis, je comprends pas trop ce qu'il y a écrit. Et je vois tout en bas, dû à payer ou je sais plus quoi, montant, je vois 12 000 euros quelque chose. Je dis putain, qu'est-ce que c'est? Et je lis, je vois, ouais, TVA, machin, tout ça. Et là, je tourne la tête, il y a une deuxième lettre, qui a exactement la même épaisseur, exactement la même dégaine. Je me dis, oh putain, qu'est-ce qu'il y a dans cette deuxième lettre? J'ouvre la deuxième lettre, pareil, 10 000 ou 11 000, je sais plus. Et là, dans notre groupe WhatsApp, j'envoie, du coup, je fais les gars, j'envoie la photo, je fais bon, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Là, apparemment, on doit pas plus de 20 000 euros à l'État à cause de la TVA. Et là, du coup, il est 3 heures du mat, il pète les plombs. Et après, on a réglé l'histoire, hein. On a réglé Ouais. l'histoire correctement. On n'a pas payé ces montants-là, mais c'était marrant comme. Ouais. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous déclarez pas la TVA, si vous avez une boîte, bon, je vous le souhaite pas parce que c'est jamais une bonne idée, c'est que l'État vous met un ratio de TVA Ouais. de toutes les boîtes qui font la même activité de vous, c'est une moyenne en fait, et vous dit vous nous devez tant de TVA, étant donné en fait on leur a pas donné de bilan, donc c'est pas de chiffre d'affaires, donc donc ils avaient aucune idée de ce qu'on leur devait, mais comme on n'avait rien déclaré, bah ils t'envoient un 20 000, et je pense que c'est une bonne technique Ouais. pour que les gens se réveillent, et c'est vrai que ça nous est arrivé, on a appris directement un cabinet, Bah ouais. et l'histoire s'est réglée, on a payé ce qu'on devait payer, mais, ouais, c'était pas les montants qu'on a vus, mais ça fait bien peur hein, quand ça Ouais. arrive. Bah, tu sais, en plus, t'as 22 ans, tu sors, tu vas en soirée et tout, tu t'amuses, tu es dans ta vie d'étudiant, tu rentres chez toi, et en 5 minutes, tu dois 20 000 euros à l'État. Voilà, sans pommade, sans rien, Mais un je truc comme pense ça. que ça arrive quand même à pas mal de personnes, ça. Ouais, Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent et ouais, c'est vrai que ce qui est un peu embêtant quand tu lances une société et pas une auto-entreprise, parce que c'est vrai que le statut auto-entrepreneur, il est bien pour ça quand tu as des petits projets, mais quand tu fais du e-commerce et que tu as beaucoup de dépenses et que tu as des petites marges, le statut auto-entrepreneur, il convient pas, parce que tu vas être taxé sur le chiffre d'affaires et du coup, tu t'y retrouves pas. Et du coup, tu es obligé de créer une société. Et là, les démarches, elles sont folles, quoi, parce que tu es obligé d'avoir un expert comptable quasiment. Il y en a qui arrivent à se sortir sans, mais c'est vraiment pas recommandé. Et même quand tu choisis d'en avoir un, tu peux tomber sur, enfin, moi, les premiers experts comptables, c'était un cabinet en ligne, c'est super mal passé et je suis encore en train de finir avec eux. Et c'est le genre de truc où en fait, c'est facile de lancer le projet, mais toute cette partie-là, elle est tellement relou. Surtout que la plupart de ton temps, tu as envie de le dépenser dans bah, avoir des nouveaux clients, dépenser, enfin, faire grandir le business. Et au final, il y a beaucoup de ton focus qui doit être pris par la partie administrative. Et ça, c'est un peu embêtant parce que, en plus, quand t'es jeune, parfois t'es un peu négligent ouais, et ça peut te retomber dessus. Donc, faut faire attention quand tu te lances. Mmh. Ouais, t'apprends en payant, hein, souvent avec l'administration française, hein. mais c'est ça. Voilà. Tu fais pas un truc bien, tu dois payer, tu dis ah ok, bah la prochaine fois je vais devoir faire ça. C'est ça. Et puis l'administration française est tellement longue. Elle est lente. Tout est lent. Tous les papiers sont très lents. Pour une boîte, c'est super long, etc. Et c'est vrai que dès que tu as un problème, franchement, pour résoudre un problème, ça peut prendre genre 2 3 mois, même plus, hein. Mmh. Ouais, 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 C'est- souvent, hein. Ouais, mais même ma mère qui a une boîte, ils ont fait une erreur et ils essayent de le signaler pendant un petit temps. Ils se sont retrompés et pareil, ça a duré 1 an avant que ça se règle. Ah, c'est dingue, hein. C'est dingue et ça fait peur en fait. C'est ça le truc surtout, c'est que même un pote à nous parlait de ça. C'est 1 an qu'il se bat avec l'URSSAF. Ouais. Et il y a des moments où c'est eux qui décident. Donc t'es là, tu te dis ah j'espère qu'ils vont Mmh. comprendre. Ouais, c'est ça.
Mais Voilà. rien que ça, par exemple, je pense que dans les écoles de commerce ou les écoles supérieures qui sont liées au business, je pense que ce serait indispensable, tu vois, d'avoir des cours sur la fiscalité française, déjà, voir ce qui t'attend, les différents types Ouais. d'entreprises, voilà, les statuts, etc. Et toutes les démarches. Ne serait-ce que bah, pour la TVA, si tu vends, par exemple, je sais pas, même du service ou des produits, peu importe, mais être au moins alerte sur ces notions-là, parce qu'on a été alerte sur des notions bah, de comptabilité, de finance, etc., de marketing, etc. Ça, on sait bien. Mais par contre, la partie risquée où tu peux carrément finir en prison, bah, ça, on a rien eu, tu vois. Je trouve ça dommage, moi. Ouais, c'est clair. Surtout que, enfin, nous, on est allé en école de commerce, c'est aussi, en vrai, l'école de commerce, c'est plus pour former des gens qui trouvent un CDI. C'est vrai aussi. Enfin, Ouais, c'est ça, hein. c'est pas comme ça qu'ils te le présentent, mais c'est comme ça que 80-90% des élèves finissent une fois qu'ils ont eu leur master, etc. Mais bon, quand même, j'avais des cours d'entrepreneuriat, on m'a jamais parlé de Hein. ça, on m'a jamais, et ça m'aurait grave intéressé. Et il y a une grande partie des gens de ma promo qui étaient hyper intéressés par lancer leur boîte. Et il y en a plein qui ont lancé leur boîte au final. J'ai plein de potes qui ont fait ça, mais on a tous le même avis là-dessus. C'est pourquoi est-ce qu'ils nous ont pas appris un minimum à créer notre boîte en France, à le faire bien, et à mieux comprendre ces trucs-là, surtout pour une école de commerce, quoi. C'est un truc un peu dommage par rapport à ça. Enfin, un des trucs un peu dommage par rapport à ça. Mmh. Bah, l'école, de toute façon, je pense que l'éducation française, peut-être même dans d'autres pays, c'est plus axé sur ok, faut que tu trouves un CDI, tu veux tel job, bah, tu fais tel cursus, tu es vraiment dans une case, et à la fin, voilà, tu as ton job, tu l'as pas, c'est pas grave, tu vas trouver d'autres jobs moins bien ou peut-être mieux, tu vois, mais tu seras en tous les cas en CDI. Ils t'apprennent pas à créer de l'argent, de toute façon, ils t'apprennent pas à faire Ouais. de l'argent ou. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, c'est un truc, moi, qui me rendait toujours anxieux, le fait de, quand on arrive au lycée et qu'il faut choisir, de se dire, oh, je vais choisir ça, et pour les 5 prochaines. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de mal à m'engager en général, que ce soit dans tout, me dire, là, je vais être bloqué, je vais pas pouvoir faire ce que je veux. Et ce truc-là, et c'est pour ça aussi que je suis allé vers une école de commerce, parce que j'avais ce truc de, oh, je peux faire encore tous les métiers du monde, tu vois, mais c'est vrai que on aime bien te dire, ok, tu prends ce cursus-là, et si tu t'es trompé, bonne chance, ou alors faut que tu recommences. Ouais, c'est ça. Ouais, ah, c'est dingue ça. Et du coup, je me demandais, parce que tu as quand même un parcours assez atypique pour quelqu'un qui a un business aujourd'hui, est-ce que tu avais déjà un peu cette fibre entrepreneuriale avant, de développer ces projets-là? Ou est-ce que c'est vraiment au fur et à mesure que ça s'est fait? Est-ce que tu savais que tu allais un jour finir par avoir la vie que tu voulais, de savoir ce que tu voulais faire et cetera? Ou c'était le flou complet, et c'était des petites choses qui ont fait que tu es arrivé ici? Ouais, bah, en gros, moi déjà j'ai toujours kiffé les caisses, c'est ce qui m'a animé, les voitures. Les voitures, c'est toujours ce qui m'a animé, les grosses voitures, etc. Je savais très bien que pour avoir ça, ben, enfin, je me suis vite rendu compte que c'était pas à l'école que je pouvais avoir ça en fait. Et bon, je me rappelle, ma mère me disait, ben, travaille bien à l'école, tu pourras obtenir ça. Ah, je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément ce Si qu'il fallait. simple. Voilà, c'est pas forcément ce qu'il fallait faire. Et après, du coup, à 16 ans, donc avec trois amis à moi, on a commencé à vouloir faire de l'argent. Donc, ça a été assez, on va dire assez borderline. On a été sur un site assez chaud, on va dire, pour récupérer quelque chose qui est faux, qu'on sert de toujours pour payer. Mmh. Et Attends, attends, j'essaie de comprendre ce que tu dis. T'as compris l'idée? Oui, ouais, oui, j'ai j'ai bien, compris, tu j'ai vois. bien compris. Nickel, je vais arriver, ça va toquer dans 3 heures chez moi. Allez, hop, toi tu viens, t'as des dettes. Et donc du coup, voilà, on avait ce papier-là, on en avait tant, on allait donc dans des supérettes. Et voilà, tu achètes pour 1 euro, par exemple. Ok, ok. Et, et derrière, tu donnes pour 20 points, on va dire, on va parler en points. Et ils te donnent, du coup, 19 points, des vrais. Enfin, moi, j'ai vite arrêté, en fait. J'ai vu que c'était un peu ouf. Mais j'ai trois potes, du coup, qui ont plus ou moins continué, mais ils ont stoppé aussi. Soit en prison. Et, Non, sans ils sont plus là, du coup. Et en fait, je me suis dit: «Mais faut que je fasse de l'argent, mais mieux que ça». Et direct après, j'ai vu l'immobilier et surtout, à l'époque, j'avais ma mère et mon père, du coup, ils ont acheté une maison. Il y a une petite maison à côté qu'ils ont rénovée, qu'ils louaient, et la petite maison remboursait le crédit, en fait, du lot total, enfin des 2 lots. Mmh. Et je me suis dit: «Bah, ça, c'est trop bien déjà», et ils ont vendu avec une plus-value. Et donc je me suis dit: «Attends, mais c'est trop puissant, l'immobilier», et quand j'ai commencé à me renseigner, j'ai dit: «Bah, tu besoin d'études pour faire ça, en fait. Hmm. Il y a juste besoin d'un salaire, de savoir lever des fonds en banque et de savoir un peu investir, tu vois?» Et bah, let's go, du coup, j'ai commencé comme ça, mais je voulais toujours, faire de l'argent et atteindre une certaine liberté aussi. OK, donc tu étais ambitieux de base Ouais, et tu as 16 ans quand tu te rends compte du coup, l'histoire de la location, tes parents qui remboursent, les 2 crédits et cetera? ouais, c'est ça, j'ai 16 ans, ouais, parce que j'ai OK. commencé à me former, à 16 ans et demi, 17 ans.
dans l'IMO. Ok, donc du coup, tu as suivi des formations, comment est-ce que Ouais, tu t'es formé ouais, là-dessus? ouais, j'ai commencé à suivre des formations. Après, j'ai la mère d'un pote à moi qui était à l'époque, elle était agent IMO, et donc du coup, elle me conseillait énormément. C'est des très bons conseils, mais c'était pas dans ce que je voulais faire. C'était plus, tu as 500 € de crédit, tu vas louer à 600 € à une famille, et voilà, tu fais pas de bénéfice une fois que tu as tout payé. Et moi, je savais qu'on pouvait faire du bénéfice, donc ouais, j'ai commencé à acheter des formations, j'ai commencé à lire des livres, etc., à me renseigner au maximum. Et puis je me suis lancé sur mon premier en 2018, du coup à 18 ans. Mais ouais, je me suis formé au maximum avant, c'est super important, surtout. Ouais. Ok, trop bien. Intéressant. Enfin, c'est vrai que l'immobilier, c'est vraiment un cheat code, surtout quand on est jeune, que je commence jeune. C'est-à-dire que bah, sur les années, un bien que tu as acheté, enfin tu l'as même pas acheté, tu as pris l'argent de la banque, tu as acquis un bien, et avec les années, il va s'auto-payer. Mm. Moi aussi quand j'ai eu le déclic, je me suis dit, ah mais faut juste faire ça, faut juste gagner de l'argent et ensuite le placer et ça va devenir plus d'argent. Ouais. C'est un truc où tu te dis, maintenant c'est courant, il y a beaucoup de gens qui le savent, mais beaucoup de gens le laissent de côté ou ne s'en rendent pas vraiment compte parce que on dit l'immobilier c'est bien, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent la force Bah, et c'est ça, ouais. C'est ça. Il y en a beaucoup qui vont se dire, ouais, mais de toute façon, tu vas commencer à gagner de l'argent une fois que le projet est payé à 25 ans, tu vois. ouais, Mm. Et ça, nous, c'est ce qu'on fait dans l'accompagnement, c'est qu'on enlève ça, on enlève cette idée-là de la Ouais, tête des gars. Et généralement, c'est l'idée de leurs parents ou de leurs arrière-grands-parents, c'est un peu l'investissement, on va dire, des ouais. anciens. Je sais pas, tu prends un appartement avec 3 chambres que tu aurais pu louer à, je sais pas, à 700 € à une famille, tu décides de faire une coloc, tu vas louer à 500 € par chambre, déjà tu tires 1005. Et derrière, avec toutes les formules bancaires que tu veux mettre en avant, en place, comme le fait de ne pas payer ton crédit pendant 2 3 ans avec un différé total, bah, du coup, pendant 3 ans, tu encaisses tes loyers, tu fais de la trésorerie et tu réinvestis derrière. Et ça, il y en a beaucoup qui ne le savent pas mm. et qui vont se contenter juste de louer une famille et de se dire c'est bon, j'ai investi, tu vois. Mmh. Ouais, cash flow positif, c'est clair que c'est une option, hein. Mais C'est... c'est ça. Mm. Ouais, c'est clair. Et par exemple, hier, j'ai fait un paddle, j'ai rencontré un gars qui, c'est un Français aussi. Il m'a dit une phrase et ça m'a un peu marqué parce que je partageais pas trop son avis là-dessus. Il a dit, enfin, il m'a aussi partagé ça comme un regret, mais il justifiait ça en disant que il a pas beaucoup investi dans l'immobilier. Il le regrettait parce qu'il avait peut-être un ou deux biens, il a 50 ans. Et, et il disait que il le regrettait, mais en même temps, il a vécu la vie à fond. C'est vrai il était champion du monde dans une de ses disciplines. Enfin, j'ai oublié le nom, c'est quand tu fais. Du diabolo? Non, J'y ai pensé aussi. C'est non, pas quand du tu sais, diabolo? les barman. Ah ouais, avec la bouteille. Ouais, avec toutes les Ouais, bouteilles et jongleur tout. de Ouais, bouteilles, je pense. ouais, c'est ça. Jongleur de bouteilles, ça s'appelle vraiment comme ça? Je sais Non, pas. il y a un vrai nom, mais j'ai oublié le nom. C'est Ah, ok, ok. barista, peut-être? Barista, c'est pas celui qui fait C'est du les café? alliances. Ouais, non, c'est cocktail. Non. Barista, je crois que c'est café. Ah oui. Ah oui, non, ouais, c'est ça. Barman, Ouais, ouais, c'est c'est ça. cocktail. Bah, je sais pas. En tout cas, il jongle enfin, il jongle, il fait des Il tricks fait du cirque avec ses bouteilles. mais il y a des vraies compétitions de ça. Ok. Et du coup, il avait des sponsors, il gagnait de l'argent et tout. Et sauf il a eu un peu la folie de voyager, etc. Donc il n'a pas vraiment investi. Et il disait que bah, il préférait vivre l'instant présent plutôt que mettre de côté, etc. Et je pense que c'est bien de réfléchir comme ça parce que c'est aussi une manière de pas trop se brider, mais en même temps, je pense que c'est bien de trouver un juste milieu. Surtout qu'au final, il y a une part, enfin, tu peux vivre avec 90-80% de ce que tu gagnes et très bien profiter à fond de ta vie, parce qu'en plus, c'est très variable tout au long de ta vie. Et te fixer une règle. Par exemple, j'ai lu un bouquin il y a pas longtemps qui s'appelle L'homme le plus riche de De Babylone. Babylone. Ouais. Incroyable, tu l'as lu aussi? Mhm. Et dans ce bouquin, bah, du coup, il dit de mettre 10% de ses revenus de côté. Et la phrase qui m'a marqué, c'est paye-toi toi-même avant de payer les autres. Exactement. Et en fait, tu peux avoir la même philosophie de vie de te faire plaisir, d'avancer dans ta vie et de faire des voyages, etc., faire des cadeaux à tes proches et tout, profiter d'eux, mais avec cette règle de je gagne 90% enfin 10% de mes revenus, j'y touche pas, c'est pour mon avenir. Et c'est vrai que ça, du coup, je trouve que c'est mieux d'avoir ce compromis-là que de se dire allez, je claque tout et au final tu rates parce que nous, on a encore tellement d'années devant nous que ce serait dommage de se dire à 40, 50, commencer à investir Ah, mais et carrément. après être moins solvable et moins s'y retrouver, quoi. Ouais, ça me fait penser à un truc. En plus, je dis souvent ça aux fumeurs. C'est ouais, imagine si chaque paquet tu l'as mis de côté. Mm. Bah, en vrai, c'est un peu le même, c'est un peu le même pour nous qui fait. Enfin, par exemple, moi, c'est pas forcément cette règle, je l'applique pas forcément.
Mais en vrai, si tu mets ne serait-ce que 10%, c'est comme les paquets de clopes, et cetera. Au bout d'un moment, à la fin de l'année, tu as un beau pactole, quoi. Exactement. Et surtout, si tu l'as investi sur Mmh. les années, il va devenir encore plus. Mais du coup, je rebondis un peu sur le fait d'avoir pu discuter avec un entrepreneur aussi, artiste, hier en jouant au padel. Euh, en, je voulais dire par rapport à ça que à Bali, ce qui est incroyable, toi qui es là depuis plus longtemps que nous, et nous ça fait 3 mois maintenant, c'est vraiment cette facilité de rencontrer du monde et de pouvoir rencontrer plein d'entrepreneurs. Je veux dire, nous, on t'a rencontré, je pense, au bout d'une semaine, rencontré plein de gens hyper intéressants, et c'est hyper inspirant parce que souvent, ce que je me disais, c'est que à Paris, quand je sors en boîte, dans un bar où je rencontre des gens, souvent j'étais le seul entrepreneur et s'il y en avait un autre dans le Before où j'étais ou dans des gars que j'avais rencontrés, c'était ouah, big connexion, tous les deux on entreprend, ok toi aussi tu fais ça, etc. et tout. Et c'était une fois par mois et encore quand je venais un par mois, c'est génial et souvent c'est des entrepreneurs qui étaient, bah, vu que t'en as un par mois, tu vas pas forcément tomber sur les plus intéressants ou les plus Ouais. forts. Et ici c'est systématique. Je suis tombé une fois sur un gars qui était salarié à distance, j'étais choqué, j'ai fait attends, t'es salarié? Enfin, je veux dire, ici, c'est la norme. T'as vraiment beaucoup d'entrepreneurs. Je l'entendais déjà beaucoup avant de venir. Et un truc qui est très fort aussi, c'est le paddle à Bali. Je trouve le paddle à Bali, c'est le meilleur moyen de faire du networking. On a fait moi, je joue quasiment tous les jours, Vito de temps en temps avec moi. Et j'ai fait des rencontres de gens, mais de quasiment tous les métiers. Et des mecs qui sont qui me parlaient en millions, normal, des gars qui font l'immobilier, du e-commerce. euh, tout ce qui est en ligne, de la crypto, de l'investissement, vraiment, et même des métiers. J'ai rencontré un type il y a pas longtemps, il a créé une des premières plateformes d'un jeu, je sais même plus c'est quoi le nom du jeu, c'est comme les échecs, mais vous voyez le jeu où ça, genre, personne connaît les règles, je pense, mais c'est un espèce de carré et il y a les dessins, c'est comme ça. Je mettrai C'est à l'écran. c'est des triangles avec des pastilles et tu sais, tu noir et blanc et Ah, tu les dois dames. Non, non, pas. Ah, noir et blanc. Faudrait que je te montre, c'est mais ça, peut-être il y a le même nom. ouais, peut-être que c'est ça, mais Mais tu c'est sais, des triangles blancs, noirs, tu des jetons, tu les places. Ouais, ça fait une case noire, une case bleue, une case non, bleue. c'est pas les Non! C'est des échecs ça! Non, les non, dames, les dames, L'arène, les dames, mais il y a les les dames dames. aussi, tu sais. Et tu peux oui! avoir aussi juste les pions qui font tous la même chose. Non, non, Ouais, pas les dames, c'est un autre jeu. ok. Bon, bref, c'est un jeu pas très connu, mais on voit tous quand ceux qui l'auront à l'écran, et je pense que tu verras quand je te montrerai. Et c'est un des premiers à l'avoir fait, et du coup, il a été super bien référencé aux US, et il a ce site-là qui tourne. Enfin, t'as plein de différents types de profils, de gens qui ont réussi et qui ont décidé de s'installer ici. Et c'est ouf, parce que ici, c'est super simple, et les gens sont dans ce mindset-là de se rencontrer, d'échanger, Ouais. et et même nous qui rencontrons beaucoup d'e-commerçants depuis qu'on est là, bah, on s'échange plein de tips. Il y a plein de décisions qu'on a prises grâce à des types qu'on a rencontrés. Par exemple, il y a pas longtemps, on a lancé des abonnements sur notre site. Donc les gens peuvent s'abonner pour avoir nos produits. C'est un truc qu'on voulait déjà faire avant. Mais on a tellement entendu parler de la force de l'abonnement chez les autres e-commerçants qui en faisaient ou qui avaient des gens de leur entourage qui en faisaient. On s'est passé, c'est devenu une de nos priorités, alors que peut-être que si on était resté en France dans notre bulle, on se serait pas rendu compte aussi vite et on l'aurait fait Carrément. plus tard. Et ça, je trouve que c'est ouf parce qu'à la fois, t'apprends plus sur ton métier, tu te sens un petit peu moins l'extraterrestre, tu te dis ok, je fais quelque chose de vrai, tu vois. Et en plus, bah, tu partages beaucoup plus de points communs aussi avec les personnes que tu fréquentes parce que même nous qui faisons pas le même métier, on a quand même un peu le même train de vie dans le sens où on s'autogère, on a nos objectifs, on est ambitieux et ça, c'est des traits que beaucoup d'entrepreneurs ont et du coup, tu te retrouves avec beaucoup de gens qui sont semblables à toi et donc tu fais vrai pote. Donc c'est vraiment fou ça à Bali, je trouve. Ah, bah, de toute façon, le réseau, c'est un truc de malade, hein. C'est un truc de malade. Tu peux rencontrer énormément de personnes très très fortes et surtout qui sont vraiment très ouvertes, tu vois. Mmh. Quand tu es en France, par exemple, je pense que ça peut être beaucoup plus compliqué de rencontrer des gars qui sont multimillionnaires, Mmh. etc. Ils vont pas forcément te donner l'heure. Ouais, Moi, ça m'est arrivé ici de rencontrer beaucoup de multimillionnaires et les mecs, ils ont pris du temps ouais, pour mon business, pour trouver des solutions à mon business, etc. Et je trouve qu'à Bali, ouais, tu as cette puissance du réseau qui est incroyable. ouais, c'est dingue, hein. Ouais, il y a cette, notion d'entraide aussi. C'est vrai que les entrepreneurs aussi qu'on a croisés, ils ont envie, tu as l'impression, comme ce que tu viens de dire, d'aider et de te donner des tips et de s'intéresser à ce que tu fais, pourquoi, et cetera, depuis combien de temps, alors que le gars, il a percé,
enfin, il est pas censé te donner l'heure, tu vois? Comme tu dis, en France, bon, bah, il va pas te regarder, mais ici, on a parlé avec des types, c'est pareil, bah, la première fois qu'on a entendu parler de l'abonnement, c'était, en décembre quand on est venu à C'est Bali vrai, ouais. et le gars, il a dit: «Mais faites ça comme ci, faites ça comme ça, voilà pourquoi tu dois le faire» et cetera et c'est clair qu'ici, c'est de la bienveillance. Moi, je trouve, c'est ça aussi qui me plaît à Bali, c'est que ce soit les locaux, que ce soit les touristes, enfin les touristes ou ceux qui sont expatriés ici, j'ai l'impression que c'est très, très bienveillant et avec du bon fond, tu vois? C'est vraiment, sans arrière-pensée, sans être forcément intéressé ou quoi. Toi, tu auras forcément un recul aussi, vis-à-vis de ça. Mais nous, depuis 3 mois, j'ai vraiment l'impression que c'est, par bon cœur, tu vois, que les gens, se comportent comme ça. Et tu vois, je pense que la différence avec la France, c'est bon, je suis sûr, enfin, il y a des entrepreneurs qui sont très dans l'entraide aussi parce que, en vrai, on sait ce que c'est, commencer un business, c'est pas facile. Et du coup, même nous, quand on rencontre, encore cette semaine, dans notre open space, il y a des gars qui venaient enfin, qui sont en train de lancer un projet et ça, c'est automatique. Tu as envie de donner des conseils, tu as envie de les aider, etc. Parce que tu sais ce que c'est. Mmh. Et tu sais que le gars en face de toi, il sait pas la montagne qui l'attend, donc tu préfères lui dire évite quand même ce chemin-là parce que c'est pas une bonne idée. Mais je pense qu'aussi la différence, pourquoi Bali, les gens ont beaucoup plus de facilité à donner des conseils, c'est que bah déjà, c'est des gens du monde entier. Et du coup, on n'est pas tous sur le même marché, on n'est pas tous dans la même ville, on travaille pas tous sur les mêmes projets. Alors que tu croises un mec qui est dans la même ville que toi et tu as un business, il y a de grandes chances que si tu le conseilles dans quelques années, il fera exactement la même chose que toi. Alors que là, tu rencontres, quand on dit qu'on rencontre du monde, c'est des gens du monde entier. Ici, il y a des Hollandais, des Russes, des Français, des Espagnols, des Italiens, il y a vraiment le monde entier qui est réuni ici et tous les entrepreneurs. Et du coup, tu as ce truc de, bah, t'as pas de mal à donner un conseil parce que déjà, on sait même pas sur quel marché le gars bosse. On est tous sur des marchés différents. Moi, en ce moment, je joue souvent au paddle avec un Tunisien qui fait du e-commerce aux États-Unis. Donc, il y a vraiment ce truc de, tu t'as pas peur de donner des tips parce que il y a pas ce truc de toute façon, il va me voler. Et en plus, même moi, quand je donne des tips, même sur quelqu'un qui ferait de la cosmétique, je sais très bien et que même avec ce tips-là ou les quelques tips que je vais donner, tout le travail que c'est pour qu'il arrive ne serait-ce à faire une partie de ce qu'on fait, ça m'inquiète même pas. Et ça, les entrepreneurs le savent. Alors que les jeunes entrepreneurs, souvent, je sais pas si vous remarquez, mais souvent, un jeune entrepreneur qui vient d'avoir une idée, il veut pas en parler, il veut tout garder pour lui Ouais, parce qu'il croit qu'on va lui voler. Alors que les entrepreneurs, parce qu'ils savent que là où ils en sont, c'est impossible que même si tu lui donnes la clé de ton business, le gars le fera jamais parce qu'il n'y a pas que ça. Bah, ils ont beaucoup plus de facilité à partager et à de aider. ouf. Ah, mais de ouf. Ça, c'est marrant. Souvent, je rencontre des. Et ça, c'est un prof qui me l'a dit un jour. Parce que moi, j'avais un peu ce truc-là la première fois que j'ai voulu monter un business en école de commerce, un truc un peu plus sérieux. Et il m'a dit, mais arrête de vouloir garder l'idée, parle-en le plus possible parce que tu verras que c'est comme ça que tu vas ouvrir des portes Ouais. en discutant parce que quelqu'un va dire, ah, j'ai une solution pour toi, etc. Et de toute façon, les idées, c'est 10% de l'idée du business, c'est 10% du business parce que tout le monde a les mêmes idées dans le monde de toute façon. Et c'est plus l'exécution qui va faire que ça va marcher et d'autres facteurs évidemment, mais qui va faire que l'idée va fonctionner. Et de toute façon, quand tu vas le lancer, tout le monde aura ton idée. De ouf. Donc ouais, les jeunes entrepreneurs qui veulent pas partager leurs idées, franchement, ça joue en votre défaveur. Donc n'hésitez pas quand vous rencontrez des entrepreneurs et qui vous demandent ce que vous faites, soyez pas flou, lâchez-vous, ouvrez-vous, surtout quand vous avez encore rien. C'est le meilleur moyen, ils vous aideront de la meilleure manière et surtout, je trouve que ça crée un frein aussi quand tu restes flou sur ton business. Il y a quelques gars que j'ai rencontrés ici, tu leur poses des questions et ils sont méga flous. T'as l'impression qu'ils font des trucs illégaux. Et Ouais, du coup, de t'as ouf. plus envie de parler avec eux. Tu te dis, bon, bah, je vais pas te raconter ma life si tu mets des Ouais. trucs. Ouais. T'en as, mais à Bali, moi, ce qui, après, c'est vrai que quand je suis arrivé à Bali, j'avais un peu ce ressenti, hein, ce que tu viens de dire, où tout le monde s'ouvre, tout le monde a des business, etc. Mais je me suis vite rendu compte aussi, par exemple, aux soirées entrepreneurs, bah, que tu as pas mal de ce qu'on appelle les digital chômage. Des digital chômeurs. Ouais, ça, J'avais c'est jamais vrai. entendu ça. Ouais, c'est vrai que Digital chômeur. Ouais, c'est. ouais, et en fait, t'en as plein, moi, qui me disaient, ouais, je fais tel business, machin, etc. Pof, 2 semaines, 3 semaines après, tu vois, dans sa story, il est là en train de faire un taf saisonnier en France, tu vois. Ouais, ouais. Donc, il y a eu pas mal j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens comme ça. Ouais, c'est vrai. Ou alors des gens qui vont te dire, ouais, moi, j'ai tant en immobilier sur Bali, j'ai ci, ça, etc. Donc, le mec, tu l'écoutes, il est mais multimillionnaire, il a fait des trucs de malade. Et en fait, pas du tout. Et tu vas sur son profil, tu vois qu'il parle d'un truc complètement différent, etc. Tu le revois peut-être un mois après. Quand tu poses la question, il dit, ah ouais, je t'ai dit ça, ouais, peut-être que j'avais fait ça, peut-être un temps, etc. Ouais, T'as ouais. beaucoup de mythos aussi Ouais, c'est sur vrai. Bali ou de gens Surtout de les passage, Français, en vrai. passage.
Ouais, Sur des Français, parce ça. qu'il y a aussi on a cette couverture, je sais pas si c'est pareil dans beaucoup d'autres pays, mais il y a beaucoup de jeunes Français qui prennent le chômage et qui partent. Ouais, Ouais, c'est c'est vrai. connu en France chez les jeunes. Et en fait, je pense qu'il y a enfin, pour les défendre un peu, les mythos, même s'ils sont pas, ils sont un peu indéfendables, je pense qu'il y a une telle pression, il y a tellement d'entrepreneurs ici avec le manque de confiance en eux, Ouais. de putain, tout le monde a un business, tout le monde fait des trucs trop bien, ils ont besoin de dire, bah moi aussi, et pas juste je suis au chômage. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est aussi plus par rapport à la bulle en France qu'il y a. Où en France, quand tu dis, je suis au chômage, il y en a beaucoup qui vont mal te voir Aussi, ouais. en mode t'es un peu un pauvre mec, tu Ouais, vois. c'est vrai, Mais ouais. je pense que quand ils arrivent là et qu'ils voient que c'est des groupes de Français et que les mecs en plus ont des business, comme tu dis, hein, je pense qu'ils doivent se dire, ok, faut que j'ai un business, ils inventent un petit truc C'est ça, ouais. et ils se sentent bien. C'est ça, et après ils essaient de. Ouais, c'est vrai qu'il y a des mythos aussi, ouais. Mais bon, tu les sens vite en général. Tu commences à poser deux, trois questions. Et ça, tu fais comment pour ça? Ouais, c'est Après, ils ça. sont perdus. Ah, tu fais des ads? Ouais, ouais, je fais grave des ads. Sur quelle plateforme? Ouais, et du coup, tu sais quoi ton ROS? ROA quoi? Moi, j'ai une question pour vous deux, sachant que vous avez une situation vis-à-vis de ça qui est différente. Je voulais avoir votre avis sur est-ce que c'est plus facile de trouver une relation sérieuse à Bali qu'en France? Une relation sérieuse, j'entends une meuf, se projeter, faire quelque chose, construire quelque chose. Est-ce que c'est plus facile de faire ça ici ou en France? Toi, tu dis que t'es en couple publiquement? De quoi? Tu dis que t'es en couple publiquement? Ouais, je Ah, dis que je ok, suis en ok. couple. Ouais. Oui, non, il n'y a pas de problème avec le fait de dire que t'es en couple. Non, oui, je veux dire, Pour la vidéo. publiquement, pour la vidéo, pour le podcast. Ah ouais, non, c'est Non, bon. c'est Ok, cool. ok. Parce que comme il a dit qu'on a une situation différente. Ouais. Ouais, c'est vrai. Tu veux commencer? Ouais, vas-y, je te laisse Je commencer. commence. Alors, est-ce que c'est plus facile d'avoir une meuf à Bali ou pas? Euh, c'est plus facile d'en trouver une déjà, je trouve. Que il y a. Pour ma part, je connecte plus facilement avec les gens ici en général. Donc, je me retrouve plus dans les mindsets, les routines et les ambitions des gens, donc aussi des meufs, forcément. Quand je discute avec des meufs ici, ça ressemble un peu plus à ce que je pense et ce que je recherche. Après, forcément, enfin, première chose que tu pourrais dire, c'est qu'étant donné qu'il y a beaucoup de filles, et c'est vrai qu'il y a des belles filles à Bali, on va pas se mentir, tu peux aussi te dire que c'est impossible de se poser parce qu'il y a trop de tentations. Et c'est vrai que ça fait partie de tous les endroits que j'ai visités dans le monde où, où je pense dans mon top 5 d'endroits où il y a les plus belles femmes. Et aussi, il y a un accès, il y a plein d'endroits où tu peux aller les rencontrer, etc. Elles sont ouvertes. Parce que tu as des endroits où il y a de très belles femmes, mais au final, il n'y a pas trop d'endroits où sortir ou quoi. Donc, forcément, c'est plus dur de les rencontrer. Ici, il y a vraiment beaucoup de choses. En plus, on est super bien accueillis, les étrangers ici. Pour les soirées, par exemple, il y a plein de guest lists où tu viens gratuitement, tu te retrouves avec des groupes. Étant donné que tout le monde est un peu ouvert, tu te fais souvent inviter à des soirées chez des gens ou dans des bars, etc. Donc, la rencontre est super facile ici. Donc pour trouver sa meuf, c'est bien, pour la garder, si t'es quelqu'un de pas stable et tu du mal à résister à la tentation, ça pourrait jouer en ta défaveur. Mais en même temps, enfin moi je suis célibataire actuellement, je sais que, bah, j'ai été longtemps célibataire les dernières années, donc je sais que si je trouve une meuf maintenant, j'aurais plus enfin déjà maintenant, j'ai un petit peu moins ce truc de, «Oh, il y a plein de meufs, j'ai envie de forcément, avoir plein de relations avec plein de filles». Donc, je pense qu'une fois que tu as trouvé ta meuf et que tu es amoureux, tu t'en fous au final des meufs qu'il y a autour. Et, et aussi, je trouve qu'en couple ici, c'est trop bien parce qu'il y a plein de trucs à faire en vrai. Surtout à Canggu, parce que Bali, il y a plein d'endroits, il y a des gens qui vivent à Uluwatu, Canggu, Ubud, c'est trois endroits où les gens vivent le plus. Et Canggu, c'est un peu, moi je dis, le centre-ville, c'est là où il y a tout, il y a tous les businessmen, il y a tous les terrains de paddle, c'est un petit peu moins paradisiaque parce qu'il y a plus de trucs, mais c'est la ville, quoi, c'est ici que ça se passe. Et je trouve que quand t'es avec ta meuf ici, ouais, tu peux faire plein de trucs avec, je veux dire, et plein de trucs pour pas cher en plus. Plein d'activités. Et même, tu veux partir en week-end à Gili ou à Lombok. Tu prends un bateau, 3 heures, t'es sur une île paradisiaque. Tu peux faire plein de restos, Enfin, c'est comme si t'étais dans une ville, genre, je dirais pas Paris, parce que Paris c'est exceptionnel, mais genre, je sais pas, t'es à Lille, en plein centre, ouais, tu peux faire plein de trucs avec ta meuf. Donc, je pense que c'est bien pour être avec sa copine. Et t'as quand même un cadre. Il y a plein de couples aussi en vrai ici à Bali, donc moi je pense que c'est cool. Mais il y a la tentation. Donc ça dépend les gars ou les filles, mais c'est le seul inconvénient on va dire. Mais c'est aussi bien pour la trouver au final.
Mais du coup, est-ce que c'est plus facile ou pas? De rester en couple ou Non, de trouver une relation sérieuse. Ah, de trouver. Parce que c'était la question, Donc, plutôt la trouver. Ouais. Ok, bah pour la trouver, oui, moi je trouve largement qu'ailleurs. Largement qu'ailleurs. Ça dépend à quoi on compare, mais. Ouais, moi je pense que c'est un peu différent de trouver vraiment une bonne relation de couple ici à Bali, parce que les gens partent et viennent en fait. Il y a Ouais, énormément ouais. de turnover comme ça. Il faut vraiment du coup trouver une personne déjà qui corresponde, enfin en tout cas pour moi, qui va correspondre à mon mindset, c'est-à-dire que bah faut qu'elle ait un business. Et ici tu peux pas travailler à Bali, tu peux pas trouver un CDI, c'est très compliqué quoi. Ouais, c'est vrai. Donc si elle a pas de business mais qu'elle vit ici, bon bah c'est bizarre, c'est du OnlyFans ou du mime, tu vois. C'est pas un truc qui me correspond. Faut Après, travailler au Warung aussi. voilà, Non? voilà, nickel. À la laundry. Non mais non mais du coup après, tu peux tu peux ce qui est bien, c'est que tu peux vachement bouger avec ta meuf, comme tu disais. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme si voilà, tu es dans une ville, tu pars en vacances dans plein d'autres villes différentes. C'est-à-dire que bah, tu peux partir à Ahmed, c'est à 1 heure, 1 heure et demie d'ici. C'est un paysage qui est totalement différent. Tu pars un week-end avec ta copine, tu reviens, tu as kiffé là-bas, les turquoises. Ok, tu as envie de nager avec des dauphins, tu vas partir à Lovina. Tu veux plus t'isoler dans la jungle, tu vas partir au bout. Tu fais tout ça avec ta copine. À chaque fois, ça change en fait. Ça, je trouve ça incroyable. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un turnover qui est juste ouf. C'est-à-dire que si tu veux trouver une bonne personne, qui a le même mindset que toi, bah, déjà, faut pas qu'elle soit là juste en vacances. Ouais. Et donc, déjà, ça enlève peut-être 50% des personnes en plus qui sont ici, quoi. C'est vrai que ça, ouais, j'avais oublié de le dire, mais c'est un. Quand tu viens d'arriver, tu le sais pas. Moi, j'avais entendu ça, un gars qui m'a dit pareil, c'est chiant, il y a trop de turnover. Et moi, j'étais là, en mode, bah non, c'est cool, tu rencontres plein de gens du monde entier. Mais en fait, non, parce que tu rencontres une meuf, tu t'entends bien avec. Ah, je pars dans une semaine, ok, hop, elle est partie. Et bah, en plus, on est super loin de l'Europe si c'est une européenne. C'est impossible d'avoir une relation avec elle, surtout si vous venez de vous rencontrer. Donc, ouais, et du coup, moi, j'ai développé un truc et que je pense que beaucoup de gens qui vivent ici ont, c'est que dès que tu rencontres une meuf, tu leur demandes direct si elle est d'ici ou pas, ou si elle compte Ouais. rester. Et c'est vrai que maintenant, quand une meuf me dit, ouais, je repars, ou je suis en vacances, ou un truc comme ça, moi j'ai direct ce frein, je me dis, bah, ça va mener nulle part au final. Donc, et il y a un truc qui est drôle, c'est qu'au début, je sortais dans les endroits où beaucoup de touristes sortaient. Et au final, les gens qui vivent ici aiment pas trop aller là-bas parce que c'est blindé de touristes. Et c'est là où tu comprends que tu préfères être avec les gens qui restent parce que, en fait, t'as pas envie de nouer, et que ce soit pour l'amour ou l'amitié, c'est chiant de nouer des liens, d'amitié ou d'amour avec des gens qui repartent parce que Ouais, tu carrément. construis rien, en fait. Genre, on se faisait la réflexion, on a rencontré plein de gens super, mais il y a plein de ces gens super qui sont plus là et bah, ça fait chier parce que ils sont loin et alors que ce serait tellement mieux que ces mêmes gens soient avec nous, on aurait une super team déjà, tu vois? Et c'est vrai que c'est un inconvénient aussi à Bali. Je te rejoins Mm. là-dessus. Du coup, oui ou non? Si c'est plus, Ouais, Plus facile que où? si c'est plus facile qu'en France. Ah, qu'en France. ouais, pour moi, c'est plus facile de. En fait, c'est plus facile ouais, pour moi de se mettre en couple ici parce que t'as quand même, malgré le turnover, tu as quand même pas mal de personnes que tu peux rencontrer ici qui sont célibataires. C'est plus facile de se mettre en couple et surtout, c'est plus facile de créer le couple. C'est-à-dire que ici, tu vas vivre très rapidement avec la personne. En 2 semaines, 3 semaines, tu prends une villa avec elle. Et ça a été dans toutes les personnes que j'ai rencontrées qui se sont mis en couple, ça a été ça, et même pareil pour moi. Et donc pour moi, ouais, c'est plus simple. En fait, les gens sont beaucoup plus ouverts dans tous les cas. Ouais, c'est vrai. Et je pense que la différence aussi, c'est qu'à Paris, tu vas rencontrer une meuf, par exemple. Moi, je parle de Paris puisque c'est de là où je viens. Tu vas rencontrer une meuf, si elle a moins de 25 ans, il y a aussi des chances qu'elle soit chez ses parents déjà. Mhm. Ce sera pas la même relation, alors qu'ici, tout le monde a son logement. Donc, enfin, tu revis un peu comme un ado, on se voit où. Si toi non plus, t'as pas de logement, bah, Ouais. génial, tu vas au ciné, c'est cool aussi, mais ça n'a rien à voir. Tu crées pas les mêmes liens et tu te projettes pas aussi vite. Alors qu'ici, comme t'as dit, bah, vite, tu vas te dire, bon, bah, on a chacun notre logement, on passe notre vie chez l'un ou chez l'autre, autant qu'on prenne un truc. En plus, ici, t'as rien de trop engageant, c'est facile de louer, pas beaucoup, tu prends Ouais. un truc semaine par semaine ou mois par mois, et si ça se termine, bah, c'est pas comme en France où tu dois trouver des garants, etc. et tout, Carrément. et du coup, la facilité de tout ça fait que bah, tu peux rentrer dans une relation plus Mm. facilement, je pense, qu'en France où il y a un petit peu plus d'obstacles. Et en plus, souvent, elle est là sans sa famille. Donc, il y a moins ce cocon, parce que le cocon familial, c'est quand même un truc qui la protège et qui aussi fait que la relation va moins vite. Alors qu'ici, enfin, qui la protège, ça peut être pour le gars aussi, mais je veux dire, du coup, ça fait que tout de suite, bah, c'est vous deux, il y a personne, il y a pas d'interférence, quoi. Alors que la famille, ça peut l'être parfois. Donc plus simple, ouais, qu'en France, quand même. Plus simple.
avec quelques inconvénients. Et toi, t'en penses quoi? Je suis mitigé. Je sais pas justement, c'est pour ça que je me demande. Je sais pas si c'est plus facile ou pas. Il y a du oui, il y a du non pour moi, donc je pense, ouais, je suis mitigé là-dessus. Je pourrais pas donner de réponse stricte. Parce que j'ai l'impression qu'en France, tout le monde cherche à justement, surtout à nos âges, là, tous nos potes, ils se sont casés, ils vivent avec leurs copines. Et j'ai l'impression que si tu vas rencontrer quelqu'un en France, enfin, nous, on a, ouais, 25-26, ça va être OK, bon, bah, ça y est, bah, on se met en couple maintenant, tu vois, on va pas faire autre chose. Alors qu'ici, il y a plus cet aspect vacances, je profite, bah, je suis pas là, enfin, je suis là 2 semaines, Mmh. non, je suis, tu vois, en vacances, girls trip, machin, tout ça. Donc je sais pas trop, je sais pas trop. C'est vrai que les intentions des meufs, des gars, ici, il y a cet esprit un peu, Hum. dans pas mal de groupes qu'on a vus où c'est un peu plus chill et un petit peu moins. Ça dépend en fait, l'âge de la personne, etc. Mais ouais. Mais peut-être sur le sujet aussi, moi j'avais une question. Du coup, j'allais dire sur la même question un peu de cette idée de trouver une meuf. Donc toi, t'es en couple, contrairement à nous deux, Quentin. Euh, mais ça m'intéressait d'avoir ton avis parce que nous, on en a un peu discuté il y a pas longtemps. J'ai remarqué que j'allais dire chez les jeunes, mais en vrai chez tout le monde, je pense, mais je pense plus chez les jeunes comme nous, à autour de 25, etc. On a ce truc de quand on veut trouver une personne, sa moitié. Enfin, j'ai l'impression que c'est un défaut que j'ai, ou je sais pas si je devrais le changer ou pas. J'aimerais bien avoir des avis là-dessus. C'est que moi qui suis jamais tombé amoureux, donc j'ai eu 2 relations plus ou moins longues, dépendamment ce que tu appelles long dans une relation, mais euh, j'ai l'impression que il faut absolument que la meuf corresponde à plein de critères que je me suis un peu donné, des gens que j'ai rencontrés. Je vais avoir beaucoup d'attentes et à cause du fait que sur certains points elle va pas y répondre, bah je vais vite me dire ça vaut pas la peine. Et comme on a un peu ce côté où on est entrepreneur, donc on consacre beaucoup de temps à notre travail, les peu de fois où on va avoir du temps pour voir une meuf, bah ça va être à partir du jeudi soir ou le week-end. Donc, si tu te dis, ouais, une meuf, ça vaut pas la peine, bah, tu vas pas faire d'efforts, tu vas pas parler avec elle pendant la semaine, et au final, bah, elle va faire sa life, tu vas faire ta life. Et j'ai un peu ce truc de, à quel point est-ce que c'est bien d'être exigeant en amour, dans le sens où, peut-être qu'il y a plein et je dis ça en tant que personne qui n'est jamais tombé amoureux, donc, et c'est pour ça que je me demande si je me trompe pas là-dessus. Est-ce que c'est pas mieux, des fois, de faire l'impasse sur des points qui te paraissent hyper importants, de base, mais que tu peux travailler avec la personne? C'est-à-dire, tu vas pas la changer, mais tu peux l'aider à évoluer là-dessus parce que bah, c'est des choses où tu t'apportes, comme quand tu rencontres un pote, il y a des choses où lui il va t'aider sur certains sujets et inversement. Et du coup, ne pas vouloir trouver quelqu'un qui est tout prêt, tout parfait, etc. Et se dire que bah ça, c'est pas grave, j'aime quand même être avec elle, j'aime quand même passer du temps avec elle. Et même si j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus comme ça sur cette partie-là, c'est du moment que c'est pas des trucs cruciaux, peut-être que c'est une bonne manière de commencer une relation. Ou est-ce que pour toi, vraiment, quand tu te mets en couple, il vaut mieux être sûr que la meuf, bah, elle réponde à toutes tes attentes et que t'aies aucun doute, quoi. Et que tu te dises, non, non, je vois tous les feux sont verts et du coup, j'y vais. Comment est-ce que tu décides de te mettre en couple, toi, en général? Bah, en fait, je pense que c'est assez compliqué de directement voir tous les côtés positifs et négatifs chez une meuf. Parce que bah, c'est sur du long terme. Enfin, pour moi, c'est quand même sur du long terme. C'est sur du 3, 4, 5 mois, tu peux commencer vraiment à voir un peu tous les points de la personne. Et après, je pense que c'est de la communication. Si toi, ça te dérange vraiment et que la personne ne veut pas changer, bah, dans tous les cas, si ça te dérange vraiment, sur du long terme, ça ne le fera pas. Mmh. Donc, mais si jamais la personne elle est prête à changer, et se dire, bah, OK, je peux faire tel effort et que tu communiques bien avec elle sur ce point, tu dis: «Voilà, ça me plaît pas parce que je me sens comme ça après» et cetera et qu'elle, elle te comprend et qu'elle change, dans ce cas-là, je pense que ça peut le faire et tu peux trouver une personne qui a des défauts, qui te plaisent pas, mais que tu vas pouvoir, enfin, qu'elle va pouvoir changer pour toi ou même toi, à contrario, que tu vas pouvoir changer pour elle. Trouver une personne qui est déjà toute parfaite, franchement, ça m'est jamais arrivé et Est-ce que toi, quand t'es tombé amoureux, parce que tu vois, je suis d'accord avec toi, enfin, ça prend du temps de voir les défauts, les choses comme ça. Mais j'ai l'impression que la plupart des gens autour de moi, quand ils sont tombés amoureux, ils en voyaient pas. Et je me dis, en voir d'entrée, en général, ça sent pas bon, tu vois. Genre, vaut mieux les découvrir après et se dire, ouais, hein, mais au moment des 2, 3 premiers dates, tu vois qu'il y a des trucs qui vont pas. À chaque fois, moi, je me dis, bon, ça sert à rien. Si déjà maintenant, je me pose des questions à cause de ça, on va s'engager dans un truc, un de nous deux va s'attacher. Et du coup, j'ai un peu cette barrière-là et je me dis, ça se trouve, je suis passé à côté de choses, tu vois. ah Est-ce ouais. que toi, quand t'es tombé amoureux,
Tu t'es déjà tombé amoureux? OK, est-ce que mais tu vois ce que je veux dire? Genre, OK, sur tes relations les plus longues, est-ce que tu avais déjà vu des défauts d'entrée ou tu les as découverts après? Ouais, non, mais pour revenir à ce que tu as dit avant, oui, enfin, je suis déjà, je pense que je suis déjà tombé amoureux parce que j'avais, non, Ah, non, supposition. ouais, c'est ce que j'avais quand même, j'avais quand même énormément de sentiments vers la personne. Il y a beaucoup de choses qui se dégageaient et cetera, comme, là actuellement. Mais, est-ce que j'ai vu les défauts, ça, direct de la personne? Bah, oui, tu vois, s'il y a des défauts qui te gênent, enfin moi si je vois une personne en face et ces défauts ça me gêne, ça dégage, hein. Oui, c'est ça. Direct, hein, ouais, ne Ouais. cherche pas à comprendre, ouais, ça Ouais, ça c'est ça, parce que tu pas en position de lui reprocher tout de suite bah, aussi. c'est ça, tu peux Ouais. pas lui dire, «Non, fais ça, ça, ça» et puis je Ouais. sais que, tu vois en fait l'analyse de la personne. Moi, il y a un truc que j'aime pas, c'est, les meufs qui vont sortir tous les soirs et qui vont boire tous les soirs. Ouais, ouais. Ah ça, si je vois, tu vois au premier date, OK, tu prends un cocktail machin, vas-y, y a pas de souci. Si je vois après, elle me dit: «Ouais, bah, là, je suis en soirée avec des potes», tac, après je vois elle m'écrit, elle est complètement bourrée, elle fait ça tous les soirs ou même je sais pas 4 ou 5 fois par semaine. Moi, c'est pas quelque chose qui me correspond. Je dis pas que c'est mal, mais c'est pas quelque Ouais. chose qui me correspond. Bon, je pense qu'on peut Ça dire que c'est part. mal. Ouais. Pour Bon, la santé, en tout cas. oui, pour la Oui. santé, ouais. C'est ça. Donc, ouais, après, tu peux voir des défauts plus tard et après, ça peut ne pas le faire plus tard. Quand tu vois les défauts de la personne, tu te dis: «Bah non, je suis désolé, c'est pas moi ce que je recherche. Je pensais que tu étais comme ça et c'est pas ce que je recherche». Parce qu'en fait, la plupart des personnes, il faut savoir que quand tu vas commencer une relation, bah, généralement, c'est un peu tout beau, tout rose. C'est-à-dire que la personne va pas forcément montrer ses défauts, hein Ouais, c'est ça. et petit à petit, tu vas voir les défauts de la personne. Tu vas dire: «Ah OK, bon, elle est comme ça. Ah, elle pense comme ça» et cetera. Là, ça peut être compliqué. Si tu communiques pas, ça va faire qu'empirer et si tu communiques et que la personne ne veut pas changer, bah, vaut mieux que ça se termine, hein. Je veux Ouais. dire, une Ouais, c'est clair. relation, c'est pas non plus quelque chose qui est acté, à vie. Ça Oui, peut bien être sûr. acté à vie, mais tu peux, Évidemment, évidemment. Non, c'est clair. Tu en penses quoi? Ouais, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord, ça donne pas vraiment envie. Par exemple, je sais pas, tu vois une meuf un petit peu, tu vois qu'elle manque, je sais pas, un peu de courage ou qu'elle est pas très débrouillarde. Moi, je vais être un peu en mode, bah, est-ce que j'ai envie que ce soit ma meuf si déjà t'as pas ça, tu vois? Est-ce que j'ai envie de t'aider à travailler là-dessus? Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que ça vaut le coup, etc. Ou est-ce que c'est possible, hein, mais tu peux être tenté d'attendre que de rencontrer quelqu'un qui remplit déjà toutes ces cases. Donc, je pense que si c'est des choses un peu mineures, on peut faire l'impasse. Je pense que ça peut passer. Mais si c'est des choses vraiment, ouais, bah, c'est pas quelqu'un de, elle est pas généreuse. Ça, je pense que c'est pas possible. À mon avis, je pense que ça sert à rien de commencer à se revoir, etc. et à se dire, ouais, mais peut-être qu'il y a d'autres choses que je vais aimer. Oui, peut-être. Mais si t'attribues beaucoup de valeur à la générosité, par exemple, mmh et que tu vois qu'elle l'est pas directement, je pense que ça sert pas forcément à grand chose de continuer. ouais, beh, pour moi, une relation, c'est vraiment ça se construit des 2 côtés, hein. Tu vois? Ouais. C'est vraiment, tu peux pas trouver une personne qui soit parfaite et toi, tu es parfait et vous faites rien, juste vous êtes ensemble et la relation, elle est parfaite. Ça existe Ouais. pas. Pour une relation, ça se construit. Le mec, il fait certaines actions, la meuf va faire certaines actions et la relation, tu vas la construire comme ça, petit à petit, hein. Ouais, c'est Mmh. clair. C'est clair. Et du coup, dans cette même idée, vous pensez à partir de quand vous vous considérez assez proche pour, entre guillemets, «remettre en cause» les actions ou les choses de quelqu'un en face de vous? Bon, une meuf, ça va être quand ça va être votre meuf, mais je vais dire une des personnes qui sont vos amis. À partir de quand? Parce que parfois, tu vas rencontrer quelqu'un, il fait n'importe quoi ou il dit n'importe quoi ou autre. Moi, franchement, j'explique plus aux gens que je connais pas parce que enfin, tu rentres en conflit, il y a des gens qui acceptent pas la critique ou autre, donc je préfère toujours dire sourire, dire: «OK, pas de souci» et je préfère garder mes conseils pour les gens, que j'aime et qui m'entourent et je sais qui qui ont envie de les écouter. Mais il y a des gens qui ont pas de mal à partager leur avis et qui aiment ça et c'est respectable aussi parce que parfois, moi, il y a des choses que j'ai pu corriger grâce à des gens qui ont été très directs avec moi et je les remercie en disant: «Ouais, mais ça, c'est n'importe quoi» ou «Tu devrais faire ça» ou autre. Et du coup, vous, comment est-ce que vous vous situez là-dessus? Est-ce que quand vous voyez quelqu'un, qui fait quelque chose qui vous paraît peu respectueux ou pas bien, vous dites: «Bon next» ou est-ce que vous lui prenez le temps de l'éduquer? Non, non, j pas de temps à perdre, mec. Ouais, Non, non, en vrai, la next, ouais. personne, ouais, il y a pas de temps parce qu'en fait, c'est pas juste avec une explication de 5 minutes que tu vas pouvoir la changer. Ouais, ouais, Peut-être que sur le coup, elle va changer peut-être pendant un jour ou 2, ouais, mais si la personne, je sais pas, elle a 24, 25 ans, tu vois? C'est plus un enfant, donc je pense elle a eu cette éducation-là ou en tout cas maintenant elle est comme ça et du coup tu peux pas la changer. Donc moi je prends pas le temps ouais, de je perds pas d'expliquer de quoi. temps, non, non, je Ouais, perds pas c'est de temps. clair. Ouais, moi non plus. Mmh. Je suis d'accord. Après, des fois, par exemple, c'est arrivé il y a pas si longtemps, bah, justement à la soirée entrepreneur.
Ou par exemple, si c'est un petit truc qui peut passer, par exemple, la personne, elle va poser trop de questions un peu perso, je vais être en mode: «Ouais, tu travailles au FBI», tu vois? Ou des petites comme ça, des petits pics en mode: «Ouais, bah, j'aime pas trop, la manière dont tu te comportes là tout de suite», tu vois? Mais ouais, non, ça c'est limite, quoi. C'est des petits trucs, vite fait, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Et c'est vrai que ça me fait penser à un autre truc qui est c'est marrant parce que quand tu fais de l'entrepreneuriat, il y a des questions que tu dois pas poser. Par exemple, enfin, que tu dois pas poser. Il faut mieux laisser la personne te dire que elle a essayé d'être trop précis. Il y a des gens qui savent pas ça, donc je le dis au cas où il y en a qui le savent pas et qui nous écoutent. C'est quand tu rencontres un entrepreneur, les 2 questions que tu dois éviter de poser, c'est quoi ton bénéfice? C'est quoi ton chiffre d'affaires? C'est quelque chose qu'on va te donner, enfin, quand tu rencontres quelqu'un qui va te donner au fur et à mesure du temps, quand il aura envie de te faire confiance, mais c'est pas quelque chose que tu poses quand tu viens de rencontrer quelqu'un parce que c'est un peu, bah, c'est des infos que tu peux trouver Mmh. après sur internet et tout, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont te juger en fonction de tes performances, Mmh mh. avec ton business. Donc, en fonction de si tu fais des millions ou des dizaines de millions, les gens vont te considérer différemment. Donc, t'as pas forcément, quand tu es un entrepreneur et que tu réussis, t'as pas forcément envie de dire: «Ouais, je fais tant de chiffre d'affaires» et du coup, ça peut être embêtant de le forcer à dire tout de suite, «Je fais tant». Il y a plein de gens qui sont humbles et qui ont envie de garder ça pour eux et qui ont pas envie d'avoir cette étiquette. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils présentent quelqu'un qui a réussi, ça devient leur truc. Genre: «Oh, ce gars-là, il a fait 8 millions, et Ouais. après ça devient le gars qui a fait 8 millions et du coup ça se comprend que tu pas envie forcément de le dire, quoi. Parce qu'après, ça peut attirer aussi des mauvaises personnes, et donc les gens qui demandent trop vite, évitez parce que ça c'est souvent mal vu et vous allez pas créer de lien avec ces gens-là. Soyez discrets, vous pouvez parler du business et tout, mais ces questions-là, laisse les gens te dire plutôt que On t'a déjà demandé toi, comme ça, quelqu'un que tu connaissais pas forcément beaucoup: «Ouais, tu gagnes combien d'argent par mois?» ou Ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. et comment tu réponds du coup? Qu'est-ce Ça que tu m'est dis? déjà Parce que nous, à arrivé, chaque fois qu'on nous demande, c'est genre: «Ouais, alors tu fais combien de CA par mois?» On veut pas forcément dire d'entrée, tu vois? Parce qu'on n'a pas forcément créé de lien avec la personne et à chaque fois, on est là en mode, «Toi, tu dit quoi? Et toi, tu dit quoi?» et OK, il faut qu'on trouve un truc ou quoi, une parade. Toi, tu fais comment? ouais, bah, moi, je lui ai demandé pourquoi ça l'intéresse de savoir. En fait, mon CA, est-ce que ça va lui apporter quelque chose? Et si moi, la personne, elle me dit: «Bah, moi, ça me motive et cetera», je lui explique par juste la base, je dis: «Bah, écoute, voilà, j'ai fait ça, avant je faisais tant de chiffre d'affaires, et cetera, machin. J'ai fait comme ça, maintenant je fais tant de chiffre d'affaires, et cetera, je visais tant». Si ça peut la motiver, après moi j'ai pas OK, moi ouais. ça me dérange pas de Tu vois, ça donner, te fait pas de mal de le non, moi ça me donner, dérange pas de donner le OK. chiffre d'affaires, et cetera, mais je lui demande d'abord pourquoi, la personne veut savoir. Enfin, si c'est une personne que je connais pas, pourquoi est-ce qu'elle veut savoir, tu vois? ouais, ouais. Mais après si c'est une personne qui est vraiment dans le moi, dans la même thématique que moi, et cetera, si elle va me demander, par exemple dans la vente de formation, me dire: «Ouais, j'ai fait, tant de ventes», elle me dit par exemple: «J'ai fait tant de ventes, mais là j'ai, tant de pertes, et cetera. Est-ce que je dois payer tant, tant, tant?» Et que, bah, moi je lui dis: «Bah, écoute, moi j'ai fait tant de ventes, j'ai moins de pertes parce que j'ai fait ça, ça, ça». C'est là on parle plus business et c'est pas une personne lambda qui me demande, c'est plus en mode business, business, tu vois? Mais non, moi je donne, moi il y a pas de Ouais, c'est vrai, il y a plein de gens qui ont pas de mal aussi à le donner. Bon, après, ça peut être aussi. En soi, il y a rien de grave à le donner non plus, mais c'est plus pour éviter cette étiquette. Après, ça dépend aussi que tu fréquentes, parce que si tu fréquentes des gens qui sont d'un certain niveau intellectuel, y a pas de souci à donner son chiffre d'affaires. Mmh. Au final, c'est comme, c'est quoi, t'es un footballeur, t'as gagné quoi, ou c'est aussi un baromètre de performance. Donc, ouais, c'est Mmh. ça. et parfois, ça fait plaisir aussi de le partager. Enfin, moi, je sais que j'ai trop envie de le dire. Enfin, les quelques milestones qu'on a passés, t'as trop envie de les partager, t'as trop envie de le faire, mais en même temps, ça peut paraître arrogant. Il y a des gens aussi qui le partagent trop, Ouais. et du coup, ça fait aussi, ça peut aussi mal sonner dans la discussion. Mmh Donc, mh. c'est bien quand c'est subtil, quoi, que ce soit pas. Enfin, ça doit pas être la troisième question, quoi. Intéresse-toi au business, intéresse-toi à. Et si en fait tu la poses trop tôt, ça fait un petit peu les questions par intérêt. Genre, est-ce que tu m'intéresses en fonction de combien tu gagnes et pas tu veux rien Mmh. savoir de l'histoire, de ce que je Ouais, suis en train ouais. de construire, etc., quoi. Donc c'est plus ça. Et justement, en parlant de milestone, de succès et tout, nous, on en avait parlé il y a un peu longtemps, donc peut-être que ça a évolué depuis. Mais je voulais vous demander, comment est-ce que vous fêtez vos succès, vos réussites? Comment est-ce que toi, par exemple, Quentin, bon, Vincent, je savais un petit peu parce qu'on en parlait quand on travaillait ensemble, mais ça a peut-être dû changer depuis. Mais toi, comment est-ce que tu vas fêter tes réussites, tes succès? Bah, au début, moi, les succès, c'est plus par rapport aux ventes que je Ok. faisais, aux ventes dans la société. Et vraiment, au début, quand je faisais des ventes avec Seb, je me prenais un verre de whisky. Oh Je me là. prenais juste un Petit verre verre de whisky ouais, un verre de À whisky à chaque la vente? Suits. à chaque vente, mais en fait, au début, on en faisait, 1 par mois, Ok, ouais, ça 2. va. Donc en fait, à chaque fois, j'étais là, je m'étais acheté une bouteille de whisky assez cool, tu vois? Parce Et que. tac, et j'étais là,
Je voyais la bouteille se finir de plus en plus. Je fais: «Ah ouais, trop stylé», tu vois? Ça veut dire C'est que je vrai que c'est vends pas mal. Ouais, ça se et consomme, tu vois. ouais, c'est ça. Ok. Il faut pas les garder trop longtemps, celle-là. Ouais. Parce que là, si tu le faisais aujourd'hui, je pense pas que ça Voilà, serait bien. c'est pas non, non, je suis alcoolique. Mais non et puis maintenant, comment je le fête? Bah, je crois que je le fête même plus, peut-être plus à la fin du mois, en resto. Resto, Ok. tous les c'est pour ça que tous les dimanches, je vais au Kapinski parce que, bah, je sais qu'il y a des ventes. Si je sais qu'il y a pas de vente, ça me motive pas à y aller. Enfin, il y a plein de trucs comme ça dans ma vie, en fait, qui me motivent pas, s'il y a pas de ventes qui sont faites, si la société elle va pas bien et mais maintenant, c'est vrai que je fais plus, en fait, je fais la vente, le close et cetera, machin et après, je vais me coucher. Ok. Ok, parce que nous, on a fait un truc, on s'est donné des trucs à faire à chaque milestone. Genre, premier million. OK, ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est un OK, truc où on se dit, bah, quand ça arrivera, ce sera une bonne excuse pour le faire. ouais, Et on a déjà atteint quelques-uns. Et, euh, et du coup, on a des milestones pour l'ECA et le BNF. Tu ouais. vois. Genre, et ouais, on trouve que c'est un bon moyen de motivation. Et c'est aussi de se dire, bah, quand on aura fait, je sais pas, je sais plus ce qu'on a mis comme connerie, mais genre 5 millions de BNF, on achète ça, et ouais, Ah ouais, mais des trucs comme ça, tu vois. ouais, bah si, ça j'avais du coup en fond d'écran sur mon tel, mais vu qu'il y a le retour vidéo, mais j'ai un fond d'écran sur mon tel où c'est une boucle en fait que je me suis faite où ça fait 1 million de bénéfices. Donc je fais 1 million de bénéfices, c'est investi à Bali. Une fois que c'est investi à Bali, je refais le processus pour faire plus. Je refais 1 million avec ce que ça a été investi à Bali plus le million. J'achète un premier cadeau. Donc moi j'adore les Rolex, etc. Tu vois, enfin je suis fan d'horlogerie. Et quand j'ai fait ça fois 10, je m'achète une voiture. Ok, C'est comme ça que j'ai fait sur mon fond d'écran, ouais. ok. C'est Ok. beaucoup matériel, On a tous enfin moi ces je sais pas. trucs-là. De toute façon, il faut Mmh. matérialiser le Ah ouais, succès. mais Parce que carrément. sinon, bah, comme tu dis, tu fais. En fait, ça veut rien dire. Comme nous, au début, quand on gagnait nos premiers euros, tu vois ton dashboard, tu vois des chiffres et tu te dis, mais ça veut rien dire. Et par contre, quand tu le matérialises, tu te dis, ah, quand j'aurai atteint ça, Ouais, je ouais. pourrais faire ça et ça impactera rien. Il ne se passera rien, ce sera limite pas cher. Bah, tu le matérialises et c'est aussi ce qui fait rêver et Hum. qui te motive, du coup. Ah mais carrément. C'est important d'avoir je pense, de réussir à traduire le succès par des trucs que tu as vraiment envie de faire. Et que Mmh tu mh. peux pas faire actuellement aussi. C'est ça et moi j'avais un coach qui me disait ça justement, qui me disait, «Fixe-toi des étapes où à chaque étape tu te fais kiffer». Ouais, À chaque étape. Et il m'avait dit justement: «Ne te fixe pas d'étapes trop hautes où tu vas te faire kiffer parce qu'en fait, tu vas jamais te faire kiffer parce que c'est super haut». ouais, Donc il m'avait dit vraiment de faire des steps. OK, ce step là, bah, tu vas kiffer, je sais pas, tu fais tel resto. À ce step là, tu vas louer telle voiture et cetera, tu vois? Et en fait, à chaque fois que tu l'atteins, tu dis: «Ah ouais, putain, j'ai déjà atteint, bah, vas-y vite le deuxième et tu sais que le deuxième il va arriver bientôt. ouais, Et si tu te fixes un step où, vas-y à 10 millions tu t'offres ça, bah, tu ouais, charbonnes, c'est tu te fais vrai. pas Hum. kiffer, tu vois?» Et au final, les années passent et Ah, se fixer des objectifs, c'est hyper important, hein, c'est hyper clé dans le Ouais, business, hein. Nous, ouais, on fait beaucoup, beaucoup de réunions strat, peut-être ouais, toi ouais, aussi, ouais. mais on se dit: «Ouais, notre objectif de le mois prochain, c'est quoi? L'année prochaine, ce sera quoi?» Et en fait, ça te permet de bah, tu jauges un petit peu ton évolution et ça te permet de rester focus, ça te permet de se dire: «Putain, là, on s'est un peu branlé», ou là, on est super bien parti, tu veux faire le double, donc c'est clair, se fixer des objectifs et des récompenses. Ouais. Nous, on est fort à ça aussi. c'est On est fort dans les créatif. 2, objectif et récompense. Mais ouais, c'est clair pour le business, je trouve Ah ouais. je trouve c'est game changer carrément. Le Ouais, c'est clair. Et du coup, tu disais que tous les dimanches, enfin, dimanche, tu allais souvent dans un resto. Est-ce que toi, tu as une certaine routine que tu suis? Genre, toutes tes journées sont bien organisées? Ou est-ce que chaque jour, ça varie? Comment est-ce que tu t'organises? En France, ouais, en France, c'était vraiment carré. En France, c'était vraiment carré. J'avais ma routine complète. Maintenant, depuis que je suis arrivé à Bali, alors du coup, depuis un mois, ça a changé. Mais depuis du coup un an, enfin, depuis plus de 2 ans, depuis que je suis à Bali, ma routine, c'est je me lève, il est 11 heures. En fait, vu que je travaille de nuit. Donc, je me lève, il est 11 heures. Je vais directement à la salle. Je reviens. Je fais tout mon taf. Donc hors appel, hors tout ce qui est avec la société, vraiment le taf, enfin pour la société, donc les vidéos, tout ça. Et après, je commence tout ce qui est être appel et réunion de groupe, tout ça. Mais vu que je suis sur les horaires françaises et que des fois je finis à 21 h heure française, bah ça me fait terminer à 3 4 heures du mat Ok. à chaque fois. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. C'est un rythme à prendre, mais après moi ça m'allait parce que je kiffe travailler la nuit. Et En vrai, c'est pas mal parce que quand tu sors le week-end, du coup, t'es pas déréglé. ouais, du coup, Parce il y a que besoin. ouais, nous, par exemple, quand on sort le week-end, enfin, on est mal pendant jusqu'à mardi, mercredi. Alors que toi, du coup,
tu sors le week-end, c'est le même rythme que d'habitude. Ouais, mais carrément, même ça m'est Pas déjà mal, ouais. arrivé de sortir, de rentrer à 3 heures du mat et taffé. Ça m'est arrivé plusieurs fois, OK. où je rentre, Dans quel état, ouais, grave, j'ai tu pas que j'ai fait? Qu'est-ce trop que bu, tu ouais. fais à ce moment-là? Non, Il mais a ça close 10 deals. Ouais, ouais, c'est mais ça. ça je vais t'arracher. Ah, je parle mieux, je suis plus, en place, plus à l'aise. Ouais, ouais, non, mais pour moi, avoir une routine, c'est important. Et là, depuis que maintenant qu'on a les équipes, qu'on a les closers, les setters, et cetera, bah, je peux me lever plus tôt. C'est-à-dire que maintenant, je me lève à 8 9 heures, je vais à la salle et je commence à kiffer ce rythme-là. Parce OK. que je me couche aussi plus tôt, j'ai un meilleur sommeil et tout ça. Donc, pour moi, c'est super important, ouais, d'avoir ça. Et ce qui est bien à Bali, c'est que j'ai rien d'autre à faire à part le taf. Ouais. Je me fais même pas à manger. C'est-à-dire que j'ai un Ouais. mec qui cuisine, qui vient ici, qui me livre ma bouffe tous les jours. Je choisis le menu une semaine avant, il vient m'apporter tous les jours ma nourriture. J'ai femme de ménage, j'ai les gars qui viennent pour cleaner la piscine, j'ai une personne qui vient qui me prend ma lessive, qui l'emmène enfin qui me prend mon linge, qui l'emmène à la laundry, etc. J'ai absolument toutes les personnes. Tu vois, pour monter un bureau, tout à l'heure, il y a un mec qui est venu monter le bureau. J'ai J'étais un 2. service, ouais, il y a 2 mecs. En fait, je fais toutes les tâches qui peuvent me prendre du temps, je les ai enlevées et c'est Ouais. ce qui permet de me focus sur le taf, tu vois? Je suis méga d'accord avec ça et ça, on se le disait il y a pas longtemps encore. Le truc qui est fou à Bali, c'est que c'est hyper optimisé pour que tu puisses soit focus sur, Ouais, ton taf et sur, tes objectifs. C'est ce qu'on enfin, je me disais il y a pas longtemps, bah, imagine le temps que ça prend de cuisiner. Ensuite, tu dois faire la vaisselle, faire ton linge, tous les trucs que la plupart des Français font et qu'on t'a formé à faire, enfin, ouais. ma mère, elle me disait: «Va falloir que tu le fasses un jour». Bah, maman, non, regarde. Le bâtard. Non, je rigole, mais je veux dire, ce qui est bien à Bali, c'est que c'est vraiment pas cher, c'est très accessible. Tu laves ton linge pour 2 3 euros. C'est prêt en d'ailleurs, faut que j'aille le chercher mon linge d'aujourd'hui, je viens de penser. Ah, nickel ça. Mais tu laves ton linge en une journée, tu déposes à 10 heures, à 16 heures, c'est prêt. Donc limite, tu pas besoin de tant de Et vêtements ouais. que ça là et quand je vais revenir en septembre, je vais pas ramener autant de vêtements. Tu commandes de la bouffe en 20 minutes parfois, c'est arrivé et c'est grave bon. C'est grave bon et Ouais, c'est ouais, pas cher c'est non un plus. truc de ouf. Donc et tu manges pareil pour si tu veux manger pour 4 5 euros tu peux. Donc c'est même pas un luxe, c'est pour 5 euros tu manges, pour tu fais ton linge pour 2 euros. Je veux dire si tu le fais toi-même, c'est vraiment que tu kiffes ça, sinon si tu as envie d'être focus sur ton business, bah, c'est le meilleur moyen de le faire parce que du coup, tu t'enlèves un Effectivement. petit peu tout ça et ça te permet aussi de faire d'autres choses, c'est-à-dire, faire du networking, faire du sport. Moi, ça me permet de faire un paddle par jour à peu près. Donc ça me libère du temps pour faire quelque chose qui me permet d'être aussi plus efficace dans mon business parce que je vais avoir fait du sport, je vais avoir, coupé donc parfois je fais du sport le midi, du coup je reprends le taf après, et ça, c'est fou et il y a peu d'endroits où tu peux faire ça et je pense que il y a par exemple Dubaï où il y a beaucoup de services, mais pour aller à Dubaï et quand tu es entrepreneur, il faut gagner déjà beaucoup plus. Ce Ouais. qui est bien, c'est que c'est une bonne transition pour les entrepreneurs qui veulent se lancer. Soit vous avez de l'argent de côté, mais moi je recommande quand même de venir avec un business qui tourne. Comme ça vous permet de pas être enfin, détruire tout ce que vous avez mis de côté. Mais quand vous commencez à gagner de l'argent suffisamment pour vivre en France, venir ici, c'est un super moyen de se focus. Bon, par contre, bémol, c'est qu'il y a beaucoup de distractions beaucoup d'entrepreneurs qui se perdent ici Ouais. et qui sortent trop, parce qu'il y a des trucs tous les soirs, Mmh. 365 jours sur 365, c'est la folie à Bali. Il y a pas un jour, lundi ou samedi soir, c'est pareil. Et ça peut être un piège si vous avez pas suffisamment, rigoureux avec vous-même. Nous, ce qui est bien, c'est qu'on est 2. Donc déjà, tu as cette autopression de si moi je sors et que lui il sort pas, bah, je vais me dire: «Putain, il va falloir que ce Ouais, week-end je carrément. travaille parce que le frérot il est pas sorti». Et il y a ce truc aussi où, bah moi, j'ai, grave profité de ma jeunesse, j'ai fait une école de commerce, j'ai eu ma période où je fais la fête tous les soirs, donc ça m'impressionne pas le fait d'avoir tout ça et je l'ai déjà vécu, en fait, avant, donc j'ai moins cette envie. Je vais sortir le week-end, peut-être de temps en temps en semaine quand il y a quelque chose de particulier, mais attention à ça, pour les jeunes qui viennent ici vivre à Bali, il y a plein d'avantages, c'est super bien pour bosser, il faut juste éviter les distractions et si vous arrivez à éviter ça, vous allez être dans les meilleures conditions possibles pour, faire évoluer le business. OK, du coup, on a ajouté un peu de lumière parce que, il commençait à faire nuit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Bali, à 18 heures il fait nuit, c'est un petit bémol aussi. Mais on était en train de parler de routine et Vito, je crois que tu allais nous partager ta routine. Ouais, alors ça va être très rapide, hein. Il y a pas une très grande routine. En vrai, lundi matin, whisky pour fêter la semaine passée. Chaque vente. C'est ça, chaque vente, petit whisky, 8 heures. Après, vers 9 heures, je fais une petite pause. En général, je prends plutôt gin. Ouais, Voilà, après. Non, sinon, ma routine, bah, en soi, c'est simple. Ce sera taf, du lundi jusque vendredi. Je vais essayer de mettre salle de sport dans tous les jours. Bon, après, on improvise beaucoup nos journées, souvent en fonction de ce qui tombe ou quoi. Donc des fois, bah, ça se passe pas aussi bien que prévu.
Mais sinon, ouais, ce serait sport. J'essaie de mettre un peu de paddle, de jouer un peu avec Vince de temps en temps, histoire de garder la ligne, parce que ça brûle tellement de calories, c'est incroyable. En plus, il me fait courir le bâtard, donc t'inquiète pas que ça va bien brûler. Mais ouais, sport à fond, parce que c'est trop bien ici. Les salles, elles sont bien, il fait beau, tout est cool. Donc ouais, taf, sport. Après, j'essaie aussi, bon après ça rentre pas forcément dans la routine, mais d'avoir un équilibre alimentaire sur ce que je mange, tu vois, voilà, de tenir en fait des règles, par exemple, bah, il faut un peu de protéines, il faut un peu de légumes, il me faut un peu de tout ça, et pas commander les sandwichs merguez à 2 heures du mat, comme je fais des fois, mais ouais, c'est assez simple. Après, j'avais tenté de faire une routine un peu skincare et tout, mais j'ai l'impression que ça marche pas. Du coup, j'ai un peu lâché. Et question pour vous deux, est-ce que vous avez des jours off? Justement, j'allais présenter ma routine, mais plutôt en décrivant c'est quoi, entre guillemets, une semaine entrepreneur à Bali. Et je dirais que donc du lundi au vendredi, c'est à peu près la même chose. On se réveille le matin, on prend des scouts pour aller à notre open space où on travaille sur ça s'appelle Puko Rooftop. C'est un rooftop vu Ah sur ouais, tu m'en rizière. as parlé. Ouais, je t'avais dit. Et c'est super parce que en fait, c'est un endroit où il y a des bureaux en intérieur climatisés parce qu'à Bali il fait chaud. Et aussi à l'extérieur où il y a pas mal de vent frais qui passe vu que c'est un peu en hauteur. Et la cuisine est incroyable. On mange super bien là-bas. Et donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le petit déjeuner directement là-bas. OK. Donc on part en général aux alentours de 9h de chez nous. On arrive au bureau 9h30, on petit déj, on commence à bosser à partir de 10h. En général, c'est un petit peu le rythme qu'on a ici. Et après, bah, on est là-bas toute la journée. On mange aussi le midi là-bas. Donc ce qui est bien, c'est que la carte est assez variée. Donc tu te lasses pas déjà presque jamais de ce qu'ils proposent. Surtout que si t'en as marre, tu peux commander. Mais perso, ça m'est jamais arrivé de commander un plat là-bas parce que j'étais toujours assez content de ce qu'ils faisaient. Et jusqu'à les 18-19, il y a des journées où évidemment c'est plus. Comme disait Vito, des fois on veut finir des trucs absolument, ou alors on est obligé. Mais sinon, bah, Vito, lui, part à la salle, moi je vais au paddle. Parfois j'ai fait un paddle dans la journée, donc je reste un peu plus longtemps au bureau. Et après on rentre chez nous. Chez nous, c'est rare. Avant, j'avais l'habitude de bosser quand je rentrais, mais ici, souvent quand j'arrive, surtout si j'ai fait un paddle le soir, je vais juste dîner, me reposer, regarder une petite série pendant 1 heure et après dormir. En général, les journées ressemblent plutôt à ça. Évidemment, il y a toujours des variations, mais ça, c'est une journée classique. Et perso, je Mmh. l'adore cette journée. Je pourrais la faire toute ma vie, je pense. Et bah, ce qui est bien aussi, c'est que moi, le truc que comme j'aime mon petit moment paddle, ça m'a permis aussi de passer du temps avec des gens. Donc j'ai toujours cette coupure où. Ouais. Parce que nous, dans le travail, on n'est pas amené à parler à beaucoup de gens. On a nos partenaires, les agences de marketing, les prestataires, etc avec qui on discute, mais au final, on discute pas avec tant de gens. On n'est pas tout seul dans l'open space, on rencontre des gens, mais quand tu travailles, tu parles pas à tant de gens que ça. Mais j'ai mon petit moment paddle social, donc ça c'est cool. Et ça me va très bien. Et après, parfois en semaine, ça arrive que le soir, tu fais une croix sur le sport et tu vas boire un verre, ou alors il y a une Ouais. soirée spéciale un mardi ou un mercredi, de temps en temps, ça peut arriver. Et du coup, tu vas sortir en semaine. Mais sinon, le week-end, c'est off, le samedi, le dimanche. Après, c'est off, mais on va quand même se prendre souvent 2-3 heures dans le week-end où on va faire des trucs. Donc moi, souvent, j'ai cette habitude de faire de la compta le week-end. Des trucs où t'as pas besoin de communiquer avec d'autres gens. Truc un peu déconnecté. Donc, toujours une Mmh. petite session de 2-3 heures le week-end, mais généralement, samedi, dimanche, on garde, à part aux périodes de rush où là, des fois, on est obligé de bosser samedi, dimanche. On l'a fait, on va dire qu'on le fait une fois ouais, tous les 2 mois, je dirais. Une fois tous les 2 mois, on va prendre le samedi, dimanche. À part quand on s'approche du Black Friday, là, ça peut enchaîner, mais, Ouais, ouais. mais voilà, en gros, comment. Et le week-end, ce qu'on fait, du coup, vu que là, c'est pour la partie plaisir, soit tu peux partir en week-end donc sur les îles, ça on l'a fait quelques fois quand nos amis étaient là. Soit tu peux, parfois on va à Uluwatu, d'ailleurs on l'a fait ensemble quand on était allé, on Ouais, est allé ouais, à un carrément. endroit super cool qui s'appelle Karma Beach. En fait, c'est une espèce de plage privée. Il y a la forêt derrière, une énorme falaise avec la plage. Donc, c'est sur la plage et il y a un terrain de beach volley. Donc, nous qui Mmh. faisions beaucoup de beach volley au Maroc, enfin, c'était du volley sur herbe, mais on faisait beaucoup de volley. Du coup, le beach volley, on adore ça. Donc on avait fait une après-midi beach volley, tu peux manger aussi. Donc on va jusqu'à Uluwatu parce que les plages sont sympas là-bas. Et tu passes une journée là-bas, ça change un petit peu d'ici. Et le dimanche, en général, plus chill. Si on est sorti aussi, en général, on bouge pas trop, on reste à la maison. Et parfois, si on se chauffe, on va faire un sunset à Eco Beach. On va prendre un petit truc à boire ou on va manger une bêtise, faire le sunset parce que le sunset à Eco Beach, à Canggu, du coup, est magnifique. Ouais. Et c'est dommage de pas y aller, donc des fois on se motive aussi pendant le week-end. Donc voilà à quoi ressemblent nos semaines
en général à Bali et c'est exceptionnel pour le coup. Après, on peut aussi jouer à Mortal Kombat chez Jérém Ouais, à ouais, 22h30 le GTA. avec sa fille. Ouais. 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 Donc ça dépend, il y a forcément des variations, mais ça ressemblait plutôt à ça, notre routine à Bali. Et après, bah, évidemment, dans ça, il y a les soirées le week-end où on rencontre du monde, on fait des trucs. Ça aussi, c'est sympa. Comme tout à l'heure. C'est ça. Comme ce soir, on est vendredi soir, ce soir on va sortir, en plus on rentre bientôt en France. On n'a pas pris nos billets, on est censé partir dans 2 jours. Parce que moi j'hésite encore, Vito, je sais pas ce qu'il attend. Pas que quelqu'un fasse pour moi, je sais pas. Je sais pas. Moi, je sais que je pars. Hein. Mais... Et la compagnie le sait pas. Ah, c'est ça. Personne sait apparemment. Ouais, c'est bon. On verra. Ouais, tu vois, Hein. il croit qu'il réserve un gramme, lui. Ouais, c'est ça. C'est C'est pareil. ça. C'est ça. Non, ouais, c'est plutôt agréable de pouvoir. Et il y a un truc aussi qu'on fait de temps en temps. Donc, pas en même temps, c'est le petit plaisir, c'est qu'à Bali, c'est 10 € le massage, l'heure de massage. Et ça, après du sport, incroyable. Donc, de temps en temps, petit plaisir, un petit massage, et ça permet de se reposer, de se détendre. Alors que à Paris, c'est 60 balles, donc tu le fais un peu moins souvent, quoi. C'est exceptionnel. Alors qu'ici, tu peux en faire un plusieurs fois par semaine et c'est pas forcément dérangeant, donc c'est aussi agréable. Et qu'est-ce que vous pensez des massages balinais, tiens? Niveau douceur, qualité, etc. Bah, ça va dépendre des salons, ça va dépendre de la masseuse, mais c'est assez fort. Hein. Faut savoir Ouais, que, c'est On va fort pas se ici. mentir, hein. voilà, Ah, faut ils y savoir vont, que hein. ouais, c'est Ah, ça, moi, je prends ils mettent, soft, soft, soft. ils mettent de la puissance, ils mettent énormément de puissance. Mais après, il y a des salons qui sont vraiment nuls où tu vois que les personnes elles sont pas formées, elles font ça à l'arrache. Mm. Mais vers Ubud, tout ça, t'as des massages qui sont incroyables. Et là, récemment, j'en ai découvert un où ils te font des trucs avec des différents types d'huile, avec des bougies en dessous de toi que tu peux respirer directement. Et là, ouais, tu peux demander vraiment un massage soft, mais quand ils y vont, s'ils y vont très fort, ah, c'est fini. Ouais, Ça ouais, fait ça fait mal, hein. tellement Moi aussi, mal. la première fois que je suis arrivé ici, j'ai dit medium. Oh, Mm. l'erreur! Parce que Ouais. moi, j'étais habitué à la Thaïlande. La Thaïlande, bon, Thaïlande, je disais soft, medium, mais je trouve que c'est moins fort en Thaïlande. Et même, j'ai toujours aimé les massages quand j'avais une copine, lui dire non, vas-y plus fort, vas-y plus fort. Je me dis, je vais pas dire soft, je vais dire medium au moins. Mais l'erreur de ma vie, je me suis fait torturer pendant 1 heure et je lui disais, oh, not too hard, too hard. Et on va dire, ok, ok, rien à foutre. Elle mettait son coude Ouais. comme ça. Ah, c'est clair. Ah, ça, c'est fou ici. Moi, Et j'étais surpris quand elle m'a fait une clé de bras. Ah ouais. Je me suis dit, bah, t'es la bac ou... Ah oui. Et du coup, ouais, après, maintenant, que du soft, que du soft. Et encore, c'est pas... Moi, j'ai pas fait beaucoup de massages, en vrai, par ici. Putain, ouais, ça envoie, hein. ouais, ouais. Tu t'es là, Et ta tête, mec, elle s'enfonce dans le trou, et t'es en mode, mais je suis venu pour qu'on vas-y bien, moi, je tu sais, suis pas venu ça te pour... coupe la gorge des fois, Ouais, pour mec, un les combat, appuis, ouais, ça te grave. coupe la gorge. Et mec, lendemain de séance jambes ou autre, T'as des courbatures? c'est terminé. Ouais, tu fais une séance jambes, le lendemain t'as des courbatures, tu vas te faire masser. Ah, ça, c'est trop Tu bien. tombes Ah, sur tu fais ça? Ah oui, ok, Ah, comme et ça, ça des fait mal, ah, ça. courbatures. mais ça fait trop Ah, ça mal. fait mal, ok. Mec, Ah oui, elle ok. prend les mollets, elle appuie, le mollet, il se retrouve sur ton tibia. Ah ouais, mais moi, Ça fait trop mal. j'aime bien quand j'ai des courbatures, mais pas les. Bah, après, moi, c'est pas forcément les courbatures de salle, c'est plus après le paddle. Donc, c'est des courbatures où tu sens que tes muscles, ils te tirent un peu, mais c'est Ouais. pas en mode tu marches comme ça, quoi. Donc, et ça, j'adore ça, après le. Et t'as déjà essayé d'autres types de massages, genre. Non, non, non. Tu vois, c'est dans les affaires. Genre avec un happy end. Non, 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 pas ceux-là. Ah, ok. Ceux avec. C'est vrai que ça part ta conclusion. C'est avec les pierres. Tu sais, il y en a plein. Ouais, Parce que je ouais, voyais parler des bougies. ouais, j'ai tous Ça, testé. c'est bien, un truc avec Ouais. les pierres ou pas? Parce que j'ai jamais essayé. Ouais, avec les pierres, mais là, vraiment, faire gaffe, faut vraiment pas aller dans les massages du bled, là. Ah ouais? Faut vraiment prendre un bon truc parce que sinon, ils te mettent des pierres à 140 degrés dans le dos. Ah ouais? Ah, ça fait trop Le mal. charbon du barbecue, sur le Ça dos, devient comme le ça. charbon de chat. Mais sinon, ça fait du bien, genre, de te Ouais. mettre avec les pierres. En Et ils font fait, quoi? Ils te massent en même temps avec les. ouais, ça, en fait, ouais. Ils te massent avec les pierres. Ils te les posent d'abord, je crois que c'est 5 minutes sur des parties. Ça Et fait mal? non, c'est juste, par contre, c'est très chaud. Hein. Ok. C'est assez chaud. Et après, ils te massent avec, etc. Mais ça dure pas très longtemps. Souvent, c'est plus un massage baliné. Et après, ils vont stopper le massage pendant peut-être 20 minutes où ils vont faire avec les pierres et ils vont reprendre derrière. Ok, ouais. T'as la cire aussi que tu mets dans les oreilles, c'est la cire chaude Mhm. que tu te mets et tout. C'est vraiment pas mal. Ils utilisent beaucoup ça, les balinés. Ok. Ils utilisent pas de coton-tige, c'est vraiment ce qu'ils utilisent eux. Et après, moi, ce que j'aime bien, c'est le massage, l'aromathérapie avec des arômes, etc. Ça, c'est vraiment mon préféré. Mais ouais, t'as pas mal de types de massages qui sont vraiment cool à faire. Ok. Ok, ok, bah je testerai alors, si tu recommandes. C'est passé hier soir? Ah! Donc, hier soir, je commande mon dîner.
dans la même journée que j'ai décrite, je reviens du sport, je commande mon dîner via Grab, c'est l'application comme Uber Eats ici. Et il y a mon driver qui arrive avec mon, mon dîner. Et en fait, il a son scoot à côté et je le vois avec un gros bâton dans la main. Et le mec commence à mettre des coups et je vois un serpent qui se balade. Et en fait, il essaie de tuer le serpent et je dis, ouais, he's dead. Il dit, oh, ouais, il est mort et tout. Et je récupère ma bouffe. Et du coup, je le dis à Vito. Vito qui est fan de ces conneries, il me dit, viens, va boire et tout. Je dis, mais mec, gros, si on meurt à cause de ça. Et au final, il était parti, il était pas mort. Donc, Ouais, mec. j'espère qu'il va pas rentrer dans le four. Ah ouais, c'est ce qui m'est arrivé, Toi moi, aussi, du c'est coup. arrivé. Ouais, c'est ce qui m'est arrivé la dernière fois, là, que j'ai mis en story. Mais ouais, c'était quoi? Où, bah, du coup, elle part dans la salle de bain, se doucher, j'entends crier, tac, j'arrive, je vois le serpent. Et moi, je Attends, kiffe. ta copine, elle était dans la... Ouais, ouais, elle est partie dans la salle de bain, ouais. Et, Et le et... serpent était dans la salle de bain. Non. Je sais pas Elle comment il est était rentré. déjà dans la salle de Ouais, bain? ouais, sachant que, enfin, tout Et est. du coup, t'as entendu crier? Et j'entends crier, elle me dit, il y a un serpent et tout. Donc, tac, j'arrive, j'y vais, je vois un serpent, une grenouille à 1000 pattes. Je fais, Quoi? ouais, et Les trois? Ils sont venus en C'est combat, bon, t'as une invocation. tout le truc et tout. Je fais, ouais. Et du coup, bah, moi, je kiffe les serpents. Et bon, déjà, je vois que c'est pas un truc venimeux, etc. Parce que il y a des cobras ici, il y a les vipères vertes là, et qui sont mortelles aussi. Donc je veux quand même voir sur internet et tout, puis je vois que c'est un serpent loup. Bon, c'était un petit, tu vois, et du coup, bah, je le prends et je le mets dehors. Et je repars me coucher. Et peut-être 15 minutes après, j'entends du bruit dans la chambre. Et elle me dit, ouais, tu peux aller voir et tout. J'ouvre, enfin, j'allume la lumière, il était au pied du lit. Mais vraiment le serpent au pied du Il lit. l'avait sorti, il est re-rentré. Et ouais, il est rentré. Mais en fait, il est passé sous, tu sais, c'est les portes coulissantes. Ah oui. Et il est passé dessous, en fait. Il est passé dessous et Et ils sont attirés par quoi? bah, je sais pas, je pense qu'en fait, quand j'ai libéré, je pense qu'il a longé le mur et hop, il est rentré. Tu l'as libéré devant ta chambre ou quoi? Ouais, devant la chambre. Ouais, il avait des coups, lui. Et donc, du coup, je l'ai pris. Bon bah, il est revenu. Ouais, Alors, je l'ai ouais. mis là. C'est ça. Trop bizarre. Et Ouais, il aurait il est dit en dehors de la balancé. résidence. Ouais. Ah, Dans non, un mais terrarium, dans un ouais. bocal. J'avais pas Dans encore lequel t'aurais quoi. donné à tes poissons. Ouais, j'avais dû le foutre dans l'aquarium avec les prédateurs. Faut savoir que ça fait 3 fois qu'on vient chez Quentin, en l'espace de 2 jours entre chaque, et à chaque fois qu'on est venu, il y a eu un aquarium en plus, avec des types de poissons différents, illégaux en plus, et un projet futur en plus. Voilà. Donc là, le projet, c'est quoi le futur projet? Là, c'est quoi de mettre les piranhas? C'est Les Piranha. piranhas, bah ouais, bah ouais. Bah ouais, Ouais, normal. les piranhas, Ouais, parce on est, je crois que c'est la semaine dernière, on est au bar il y avait Ben aussi, tous les quatre. On discute et il y a Quentin qui me dit, oh, tout à l'heure j'ai eu une envie. Les poissons, du coup j'ai acheté un aquarium avec 120 poissons avec la chaîne Exotique. exotique, ouais. Et du coup on arrive chez lui quelques jours après et on pourra vous montrer les aquariums là, t'es exceptionnel toi. Ouais. Chaque fois qu'on vient chez toi, c'est une aventure. Un jour on a pêché. Enfin, on a pêché. Quentin pêche les poissons de jardin. Les poissons de décoration autour, dans le petit canal. Il les relâche, il les relâche. Ouais, j'ai un lâche. J'ai une rivière ici qui passe. C'est pour t'entraîner. C'est pour Pour entraîner. les JO. Pour à les Paris. Jeux. Ouais, pour les C'est Jeux de ça, Paris. Je c'est pars ça. demain, c'est du fishing JO, ça s'appelle. Ok. Un truc qui nous est arrivé aussi il y a pas longtemps à Bali, d'ailleurs toi je crois que t'es pas au courant. Donc il y a pas longtemps il y a tous nos meilleurs potes qui sont venus nous voir à Bali, tu les as rencontrés, on a fait 2 semaines tous ensemble, on a voyagé, fait la fête, etc. Et comme on a pas mal fait la fête, on a rencontré un peu de monde et en même temps qu'il y avait tous mes potes, j'avais aussi une pote qui est venue avec une de ses copines. C'était pas vraiment sa copine, elle travaillait, je crois que c'était son coach ou quelque chose comme ça. Et cette fille-là, du coup, comme je la connaissais, je lui ai dit bah viens avec nous, on est un groupe d'une dizaine de personnes, on sort beaucoup, elle aussi était dans le même mood, donc viens avec nous, je sais que tu vas t'entendre avec eux. Et elle est venue avec cette copine, qui était plutôt charmante, tellement charmante qu'un de mes amis, dont je tairai le nom, s'est intéressé à elle et a passé du temps avec elle, du bon temps. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle nous a donné son prénom, donc on va lui donner un autre prénom. Donc cette fille-là, ça s'appelait Lucie, et il y a un tout petit truc qui nous a un peu marqué quand on l'a rencontrée, c'est que quand on l'a invitée et qu'on est sorti, elle est sortie très dénudée. Bon, ici, la vibe, tout le monde s'habille comme il veut, et ils sont pas trop regardants par rapport à ça, donc quand je dis dénudée, c'est que elle avait un haut où on voyait pas mal ses seins. Mais quand je dis ses seins, c'est tous ses seins. Donc c'était un peu transparent, etc. Donc c'est marquant la première fois enfin c'est rare de voir surtout quelqu'un qui est, je sais pas comment le dire de manière classe, mais qui est nu. non, qui a des seins quoi, qui est Ah oui. ça se voit facilement. Donc bon après on a fait abstraction, on a passé la soirée avec, mais on s'est dit ok c'est intéressant, elle sort de cette manière là et tout. Et donc elle passe la soirée avec un de mes potes, etc. Et on a échangé les contacts, elle nous a donné un Instagram. Et je crois qu'on les a revus une fois ou deux pendant la semaine, donc on passe la semaine ensemble.
Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on lui demande ce qu'elle fait dans la vie. Elle nous parle d'un business, qu'elle a une entreprise je crois, de marketing. Elle disait qu'elle gérait la communication de plusieurs boîtes, etc., dans plusieurs pays. Donc, ça avait l'air d'être une fille qui était assez entrepreneuse de ce que nous disait notre ami aussi. Donc, c'est même quelqu'un qui fait des choses très intéressantes. Et quelques semaines plus tard, je sais plus qui s'est rendu compte. Je pense que c'est lui, non ? C'est lui. C'est lui, il s'est rendu compte qu'en fait, le Instagram que cette fille nous a donné n'était pas du tout son Instagram officiel. Ça, c'est l'Instagram privé avec ses amis, mais c'est pas du tout, il n'y a pas marqué privé, c'est le Instagram qu'elle donne. Elle a un autre Instagram avec des centaines de milliers d'abonnés. Elle est super connue, la meuf, et en fait, c'est une meuf OnlyFans. Et donc, elle gagne sa vie grâce à ça, mais elle le dit pas du tout. Et elle rencontre des gens, mais on aurait pu remarquer parce qu'elle a vraiment une grosse communauté. Il y en a peut-être ici qui la connaissent de plus ou moins proches. mais en tout cas, nous, on la connaissait pas. Et ça a été un petit choc parce que en fait, tu as l'impression que quelqu'un t'a caché un truc pendant la semaine et tu te dis, wow, quoi, c'était cette meuf-là, etc. Et au final, il y en a pas mal ici qui font ça, on s'en rend compte. Des meufs OnlyFans, Mime, qui vivent de ça. Et bon, il y en a qui le partagent, il y en a qui le partagent pas. Mais quand on te le partage pas, tu as un peu l'impression d'avoir découvert un truc. C'était la petite anecdote. Et avec notre pote aussi qui a passé du temps avec elle et qui en plus a été très timide avec elle, n'a pas voulu coucher avec elle parce que il s'est dit bon peut-être pas aussi vite, etc. Et quand il a appris ça, il s'est dit merde, j'aurais peut-être dû aller un peu plus loin parce que elle était peut-être prête à ça. Bon, après c'est pas forcément relié, mais ça peut traduire quand même une forme de liberté. Ouais. T'es déjà tombé sur des meufs OnlyFans ici? Ouais, je suis déjà tombé sur des meufs OnlyFans, mais enfin pas avec des milliers d'abonnés comme là ce que tu viens de raconter. Mais ouais, mais il y en a pas mal ici sur Bali. Hein. Ouais. Il y en a pas mal. Mais par contre, ouais, enfin moi ça m'est déjà arrivé de caser 2 comptes. Hein. Ouais. Mais enfin je sais pas à quoi ça sert étant donné que leur premier compte, moi quand j'avais pris le Insta de la meuf, il y avait son blaze en fait officiel dans sa description. Ah oui, d'accord, ouais. Dans le Donc, compte privé, il y avait son blaze ouais, officiel. c'est ça. Ok, ouais. Donc ça a dirigé vraiment sur son autre Instagram. Ah, des fois, c'est parce qu'ils veulent pas follow. Tu sais, avoir zéro follow. Ah Ouais, ouais, du ouais, coup, ils préfèrent clairement. avoir leur compte privé. Mhm. Et avant, il n'y avait pas aussi les stories privées, donc il y a un peu de ça aussi des fois où ils ont envie quand même de faire des stories, pas que travail. Ouais. Mais ouais, c'est intéressant. Et est-ce que vous consommez du OnlyFans ou Non, jamais. Jamais. Non, j'ai jamais, jamais consommé Ok. de OnlyFans. Ah, moi non plus. Et est-ce que vous avez déjà pensé à ouvrir un OnlyFans Ouvrir nous avec Ouais. nous, non. avec votre corps? Non. Ouh, c'était un petit nom ça. Tu y as pensé? Non, j'y ai pas. Enfin, pas forcément pensé, mais j'avais plus l'idée de faire un business. C'est quoi? C'est OFM? Ouais, manager, OnlyFans. Ouais, ouais. manager, ouais. Mais c'était déjà il y a un petit moment. Et en fait, non. Au après, début, ouais, quand il y avait ouais, l'opportunité. c'était à très long, ouais. Avec Mm. l'IA ou même pas? Non, sans l'IA. Ouais, genre tu gères des. Ouais. Ouais, c'est une autre forme d'agence d'influenceurs. Ouais. Moi, je C'est pense la que- reconversion de partner? Non. Non, c'est. Moi, j'aurais pas pu, je pense. Éthiquement, j'aurais été. Ouais, je sais pas. C'est un peu border, je trouve. Mais bon, chacun son avis. Ok. Et toi, t'aurais pu? Avoir un OnlyFans? Non. Gérer un Ah, oula, me mettre en manager. Mac 2.0? Non, je c'est pense ça. pas. Un peu ça, ouais. Je pense pas que j'aurais pu le faire avec les valeurs que j'ai, etc. Après, tu vois, en même temps, c'est dur à définir parce que, tu vois, t'es un agent de mannequin, t'es un agent d'une meuf OnlyFans. Imaginons qu'elle couche pas, juste elle se met un peu en sous-vêtements, etc. et tout. C'est vrai que l'objectif n'est pas le même parce qu'un mannequin, son objectif, c'est pas forcément d'exciter des gens, donc ça n'a pas un but sexuel. C'est un but plus marketing, mais marketing qui se sert de la sexualité pour au final faire de la vente. C'est plus subtil. La barrière est quand même assez fine, donc peut-être que dans les années à venir, on va être beaucoup plus ouvert d'esprit par rapport à ça et on aura plus de facilité à accepter cette partie-là. J'ai déjà écouté l'interview d'une actrice porno qui disait que bah, en fait, elle pense que c'est juste une question de mentalité et que dans certains pays comme aux US, c'est beaucoup plus ouvert et c'est beaucoup plus accepté de faire ce type de métier et que c'est juste quelque chose qui est très tabou. Et c'est vrai qu'en vrai, mannequinat, OnlyFans, il y a un peu plus qu'un pas, mais le principe est assez proche, quoi. Bah, si c'est du charme, pourquoi pas? Parce que ça se rapproche du mannequinat. Mais si c'est dans la pornographie, là par contre je serais pas à l'aise. C'est pas quelque chose. J'ai pas envie de travailler dans le milieu pornographique. Qu'est-ce qui fait que le charme s'attirait et pas la pornographie?
Et Bah, pas le côté sexuel. justement, c'est toute la nuance, c'est-à-dire que tu vas pas forcément voir les parties intimes, etc. Ça va pas être la destination sera pas allez-y, faites-vous plaisir sur mon corps, tu vois. Ce sera plus, je sais pas, Sur du charme. de l'artistique plutôt que de la pornographie, tu vois. Ouais, mais tu peux très bien exciter quelqu'un en étant en sous-vêtements et ça peut être. Enfin, il y a beaucoup de meufs OnlyFans qui montent pas leur partie. Je crois que même Bien sûr. je pense que la majorité, je sais pas, je suis pas un consommateur, mais mais je pense pas. Enfin, je sais pas, mais des meufs que j'ai rencontrées en soirée qui faisaient du OnlyFans, il y en a plein qui m'ont dit bah les photos que j'avais en main sur Instagram, je les ai mis sur OnlyFans. Enfin, moi c'était plus des influenceuses qui ont un peu tourné vers ça. Qui Mhm. m'ont dit bah j'avais des photos un peu sexy que je mets plus sur Insta, je les mets sur mon OnlyFans et je gagne ma vie comme ça. Du coup, ça tirerait. Ah, ça me fait pas rêver, mais si j'étais forcé à le faire, ok. Mais si c'était des contenus vraiment du genre que tu retrouves sur les sites pornographiques, Ouais. non, là non. Là c'est hors de question. Je préfère être, je sais pas, contrôleur à la RATP large. Moi, je sais pas si ça me dérangerait de bosser dans le porno. Dans le sens où, de cette manière-là, je trouve ça un peu malsain parce que tu vas aider des filles qui sont souvent jeunes, qui savent pas trop ce qu'elles veulent, etc. Donc, il y a un peu ce côté manipulation de sa vie, enfin, sa vie privée que tu utilises. Mais l'industrie du porno, bon, après, je sais pas j'ai aucune idée de comment elle est et si les gens sont carrés ou pas dedans, j'imagine que non. Mais l'idée en elle-même de faire des choses, enfin, c'est pas quelque chose que je trouve mauvais dans le fond, tu vois, qui est du porno sur Terre, etc. Et est-ce que vous accepteriez de tourner genre des scènes pornographiques si admettons votre visage Ouais, était direct. flouté? Moi, si j'ai jamais fait de sexe, je me suis jamais enregistré, même des nudes, j'ai jamais pu, T'as jamais envoyé de nudes? non, j'ai toujours eu trop peur de ça. En fait, Ok. j'ai eu toujours ce truc de, déjà, enfin, j'ai eu cette période où je voulais absolument devenir connu avec le rap, etc. Donc je me suis dit, ouais, il faut absolument pas. Parce que tous les artistes où il y a des sextapes, ça finit toujours par sortir. Genre Baby qui est nu dans la douche. Mais voilà, donc j'avais toujours ce truc de, ouais, attends, si je réussis et qu'après je me fais rattraper par ça, ce serait trop chiant. Et j'ai toujours eu trop peur des trucs où on te hack ou quoi. Même à un moment, je faisais gaffe à mes webcams et tout. Donc non, j'ai jamais fait de sextape ou quoi. Et je sais pas, je pense que je pourrais le faire en vrai avec ma meuf, mais jamais fait. Toi, du coup, pendant que on était en pause, genre, j'ai cru entendre que tu l'as déjà fait. Ouais, ouais, bah moi c'est pas un truc qui me choque en fait, du moment que les deux parties sont ok, moi je le fais, tu vois. Et en fait, il y a quand même pas mal de meufs qui le font, enfin Ouais. qui kiffent ça en fait, qui kiffent ça, ouais, donc non, non, moi ça me dérange pas de le faire, ça me dérange pas du tout. Toi? Moi, filmer. Tu as déjà fait? J'ai relation sexuelle, jamais. J'ai jamais fait ça. Après, j'ai jamais envoyé de nudes non plus. Que à la limite des photos sexy, tu vois. Peut-être un ou deux, mais pas beaucoup sinon. Mais je sais pas si je pourrais. En fait, c'est pas dans l'action de le faire. C'est dans est-ce que ça va pas un jour fuiter Hmm. ou se retrouver, je sais pas, se faire hacker, n'importe quoi, un truc que j'ai oublié qui était sur un disque dur, sur mon tel, on me l'a volé. Enfin, je pense que la peur qu'un jour ça tombe entre de mauvaises mains, ce serait plus ça qui me freinerait à faire ça plutôt que d'enregistrer quand je suis avec ma copine, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair que c'est. Toi, t'as jamais eu cette crainte? Genre, tu t'es fait voler ton tel et tu dis, ah. Non, non, je m'en fous un peu en fait. Ok. Enfin, c'est plus pour moi l'image de ma copine, moi après je m'en fous, enfin que la personne me voit nu en train de. Ouais. Ouais, Ça ouais. me, ouais, enfin je m'en fous en fait. Ouais. Après, toi, tu mettais les caméras dans les douches Airbnb que tu louais, c'est ça? Ouais, c'est ouais, c'est ça. Avec Ouais. les locataires? Ouais, c'est ça, absolument. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ok. Ouais. Ouais, ouais. Bah, en fait, je mettais derrière le miroir, des fois, le miroir sans teint. Derrière un miroir, ça, Ouais. c'est une Le cachette. miroir sans teint, ouais, je me cachais derrière et. Carrément, il me fait Ah ouais, des c'est lui secrets. qui est resté derrière. Ouais, c'est ça. Tourne-toi, je vois pas, tourne-toi. Ouais, ça. Et puis j'avais fait un trou, en fait, c'était Gloriole dans le trou de la douche. Ok, Et, ok, sympa. Ouais, c'était sympa, stylé, ouais. sympa. C'était pas mal. Ouais. Ok. Ah, moi, je peux vous lancer sur un débat, les gars. Vas-y, Je on sais pas t'écoute. si vous avez déjà fait. Vas-y, Moi, on t'écoute. J'ai fait pendant 3 ans. Oula, tu l'as fait en plus. Ah oui, oui, oui. Alors attends, laisse-moi deviner. Je sais de quoi il parle. Enfin, je suis certain. Attends. Je t'ai dit dans l'oreille. Non, mais dis-le, vas-y. Parce que Je pense que tu parles de l'échangisme. Alors, ouais, mais. Ouais, plus les clubs libertins. Ah, oui, bah c'est ce que Mais tu voulais dire, ouais. C'est quoi la différence? Bah, échangisme, généralement, c'est quand t'es un couple.
Tu vas échanger, Ouais. tu vas faire de l'échange en fait avec ta femme et un autre mec, et voilà, etc. Ok. Quand je vais dans les clubs libertins aussi, enfin quand j'allais dans les clubs libertins, c'était différent parce que j'y allais avec mon meilleur pote. Et en fait, bah, là-bas, tu rencontres des couples, etc. Mais en fait, les gens ont tellement une vision en mode il n'y a que des vieux. Alors que les gars, j'ai passé mes meilleures soirées là-bas, hein. C'est-à-dire que tu arrives, c'est comme une boîte de nuit, donc tout le monde est très bien habillé. C'est ultra classé, enfin, je veux dire, c'est ultra trié Select. avant à l'entrée. Ouais. C'est select, faut être recommandé, etc. Et en fait, tu arrives là-bas, si tu as une énorme piste de danse, donc là, je parle d'un club qui est très connu sur Tours et qui est juste incroyable. Et donc tu vas là-bas, tac, tu danses, etc. T'as pas de carte bleue sur toi, t'as rien, t'as un bracelet avec un numéro, tu commandes ton alcool, tout ça. Et en fait, arrivé vers 23h minuit, bah, tout le monde se rend dans les chambres, tout ça. Donc tu as différents types de chambres. L'âge, c'est là où j'étais le plus choqué, c'est qu'il y avait énormément de personnes qui avaient 20 ans, 21, 22 ans. Ça va jusqu'à, je dirais, la moyenne d'âge, elle est de 28-30 ans, mais il y avait beaucoup de personnes qui avaient 20, 21, 22. T'as quand même des vieux, mais ils restent vraiment dans leur coin. Et voilà, après, il faut pas avoir peur d'être pudique, hein. Donc, tu arrives, tu as toutes les chambres, tu as le vestiaire, donc tu te changes. Donc, après, tu es à poil et tu es à poil dans toute la. C'est comme une boîte, tu es à poil dans toute la boîte, tu danses, etc. Machin. Mais surtout, tu as les chambres. Et donc, tu as un respect qui est juste dingue. C'est-à-dire que même les meufs, elles viennent vers toi, elles te demandent avant, ou alors elles vont te toucher, etc. Tu vois, mais tu es là pour ça aussi. Mais c'est-à-dire qu'un mec, s'il force sur une meuf, bah, il peut être blacklist des clubs libertins, etc. Et c'est fini pour lui, tu vois. Et il y a un énorme respect là-dessus où tu demandes à la personne, elle accepte, tac, tu viens. T'as la partie sauna, hammam, jacuzzi où là tout le monde est à poil. Et là, bah, du coup, mec, t'as vraiment des orgies, mon gars. Et vraiment, c'est pas des bêtises où je sais pas, t'as 3-4 meufs avec 5, 6, 7 mecs sur un énorme tapis en hauteur et tout. T'as plusieurs types de chambres. T'as des chambres BDSM avec des balançoires, des trous en dessous. T'as Gloriole. Du coup, derrière, bah, Ah oui, là, est-ce que Riol aussi? ouais, t'as Gloriole, etc. Faut toujours regarder par contre derrière qui c'est qui a. Ça, c'est une Et en folie, fait, hein. vraiment, pour moi, c'est pas assez, pas, je dirais pas démocratisé, mais t'as tellement de personnes qui pensent que c'est un truc de vieux, un truc Ouais. de crade. Oh mec, c'est tellement propre. Et c'est là-bas où j'ai rencontré pas mal de millionnaires et de multimillionnaires. Et tu t'arrives en fait devant les clubs, tu vois, il y a des Lambeaux, des R8, etc. Et c'est juste incroyable, mec. C'est ouf, hein. J'ai un de mes potes, j'ai rencontré il y a quelques années qui allait, et je pense qu'il y va encore un peu, et qui m'a décrit ça exactement de la même manière que toi. Lui, c'était plus dans le sud de la France, avec un endroit hyper classe, hyper respectueux. Et c'est un monde, enfin, moi, l'image que tu décris, c'est vrai que j'avais la même, de quelque chose de très éloigné, que dont je voulais rester éloigné. Et aujourd'hui, je me dis pas être prêt à y aller, mais ça m'a surpris de savoir que c'était comme ça, et que ça existait aussi, parce que tu te rends pas, et que du coup, il y a des jeunes, tous ces trucs-là, c'est vrai que à première vue, tu sais pas que c'est comme ça. Mais ça demande une certaine ouverture d'esprit et du courage aussi. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu as fait pour y aller la première fois? Bah, en fait, moi j'ai toujours kiffé les femmes, etc. Mais tu sais, normalement, t'as envie de sexe, mais t'as pas forcément envie d'être avec une meuf juste pour ça et après lui faire du mal parce que généralement les meufs vont s'attacher assez vite, sauf si tu trouves un compromis. Et moi j'ai mon meilleur pote du coup qui m'a dit bah écoute, je vais tester un club. Et moi je lui dis, mec, c'est un truc de vieux, tu vois. Il teste, il m'appelle le lendemain, il dit, mec, faut que tu viennes, c'est un truc de malade. Et je sais, bah écoute, vas-y, on va tester et tout. Et en plus, genre, nous à l'époque, vu que c'était nos premières fois en club, on était sous Black Horse. C'est du miel aphrodisiaque qui est Ah vachement ouais. intense. Et donc, on en prenait un ou deux tubes avant d'y aller. Et mec, t'arrives là-bas et tout, tac, tu bois, machin. On faisait ce qu'on appelle le triple Jack Miel. C'est-à-dire qu'on prenait un Jack Miel avec du Black Horse. Et gros, c'est une dinguerie. Et donc, ouais, moi, ça m'est venu, il m'a dit comme ça, tac, j'y T'avais suis arrivé. J'ai kiffé direct. t'avais quel âge? C'était 14 à. ans? Non, je crois que c'était à 18 ou. Non, 19 ans. Ah 19 ans ouais, peut-être. 19 ans, putain, c'est ouf. 19 ou 20 ans, un truc comme ça. Ok. Et en fait, ça t'a vraiment tout le monde sur toi parce que avoir 19-20 ans là-bas, donc t'as des gens qui ont ton âge sur les grosses soirées, mais quand tu fais des petits events, c'est plus des gens qui ont la trentaine. Et en fait, tu vois les femmes qui ont 30 ans. Déjà, moi, j'adore les femmes qui ont 30 ans, etc. Et tu vois direct que, oh, elles voient un petit jeune, tu vois. Et en plus, elle te voit, t'es torse nu, machin et tout, tu vois. Et donc, elle vient de te parler, ouais, ça te dirait, en gros, voilà. Et c'est parti. C'est une dinguerie. J'ai une question bête, mais enfin, j'imagine qu'il y a quand même
des préservatifs dans ces genres de soirées ou pas du tout? Ouais, non, c'est sans capote. Non, ouais, si t'as quand même. Dans chaque chambre, en fait, t'as des préservatifs et au comptoir, dans les bars, t'as des préservatifs, etc. Et tout le monde le fait avec préservatif. C'est-à-dire que jamais tu vas arriver à le faire sans. T'as aucune meuf ou aucun mec qui va accepter, sauf si c'est déjà des couples libertins qui se connaissent entre eux, qui font ça tous les week-ends entre eux et qui ont des fiches qui se sont fait tester avant. Mais sinon, ouais, c'est que avec préservatif. Ok. Ouais, c'est bien rythmé. Hein. Ouais. Mais Belle organisation, c'est vrai ça. ouais, c'est vrai, mais c'est vrai. tu vois, Ça donne envie. faut vraiment pas être pudique parce que t'as des chambres, chaque chambre a un thème. Et t'as une chambre, par exemple, peut-être pas dans tous les clubs, mais je sais qu'à Tours c'est ça, où il y a des vitres, en fait, ça les vitrer complètement. Et les gens te voient, du coup. Et donc, bah, toi, t'es là, et puis t'as tous les mecs qui n'ont pas trouvé de meuf, du coup, qui te regardent, du coup, faire Ouais. l'acte avec la meuf, ou les meufs, et qui commencent à se. Ouais. Et donc, toi, t'es là, tu lèves la tête, tu vois trois mecs qui te regardent comme ça. Ah putain. Allez, hop. Mais ça perturbe pas. Non. Excite. Ouais, non, bah, en Continuez, fait, venez. ouais, allez, ouais, je Allez, plus de monde, Ouais, allez. voilà, ouais. Applaudissez-moi. j'ouvre la porte, je sors les meufs, j'en fais les mecs. Oh non, c'est à vous de regarder, allez, sortez. Voilà. Ok. Ok, c'est ouf. Non, ouais, Ok, bah je pense que on peut s'arrêter là. Non je Allez. pense qu'on est pas mal. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour le prochain podcast et merci encore d'avoir été là, les gars. C'était un plaisir. Ça marche, merci Un plaisir. à vous. Salut. Ciao.